Ils veulent pas être de Français. On a épuisé tous les Arabes qu'on avait. Donc le seul dans notre camp qui a une chance d'être ministre de la Culture un jour, c'est Jean Messia. Jean Messia, bah c'est le prochain. Hein. Il reste que lui. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Dixie. Comment est-ce que ça va, Baptiste? Yo 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 yo. Aujourd'hui, on va Ça vous arrive. parler de quoi, les gars? On va vous parler d'Alain Delon, les dessous fiscaux de sa succession. On va vous parler du nouveau gouvernement avec Gabriel Attal, qui est à peine nommé Premier ministre. Champion. Les Français. Notre champion. Notre favori. De DoorDash Ça et fait Uber du bien. Eats qui augmentent leurs tarifs aux US dans les villes démocrates à cause d'une loi sur le salaire minimum des livreurs. Oh non. On va aussi vous parler de la monnaie de Paris. C'est l'institution monétaire nationale de la France qui a fait une bourde à 1 million d'euros, avec votre argent évidemment. On va vous parler du taux d'approbation de Joe Biden qui est le plus bas jamais enregistré pour un président américain au cours des 15 dernières années, pour finir en beauté avec le Messi, avec Donald Trump qui remporte une victoire historique Le Messi. dans la primaire républicaine de l'Iowa. Mais avant de commencer, je voulais vous parler très rapidement du livre d'Alexis Grimaud. Vous savez, c'est le pote moustachu de Baptiste qui était venu. Oui. Et donc son livre s'appelle « Comment la France raconte-t-elle son passé assez jeune ?» Il a fait toute une analyse sur les programmes d'histoire de l'éducation nationale pour vous montrer qu'il y a une évolution assez particulière. Je vous mets le lien en description. Et toi, de ton côté, quoi de nouveau, Baptiste? Écoute, la chaîne Twitch qui marche fort. Bon, ça marche bien, ça fait plaisir. Et puis les rediffs sur Patreon. Puis là maintenant, tu sais, après chaque live, je prends du temps pour faire des extraits, etc., que je poste sur YouTube et certains sur TikTok. Donc là, il y a un extrait qui est sorti tout à l'heure à 18h. Il y en a un qui est sorti avant-hier. Il y en a un qui sort demain. Et là, il faut aujourd'hui que je monte les extraits du live d'hier. Et ça sortira dans la foulée. Bref, donc c'est bien, il y a des extraits qui vont sortir continuellement. Donc c'est cool. Et les lives sont en rediff sur mon Patreon directement après. Je les mets tout de suite en rediff après. Dans le quart d'heure qui suit la fin du live, ils seront en rediff sur Patreon. Donc là, il y en a déjà 2. Donc voilà, ça fait plaisir, quoi. Ça marche bien et je suis content. C'est vraiment une bonne expérience. On se marre bien. C'est cool. Ah bah c'est super, la première semaine en tant que Twitcher professionnel. Sinon, moi de mon côté, les gars, sur mon Patreon, comme chaque semaine, il y a un nouvel épisode de l'émission Les Méchants Capitalistes avec mes potes libertariens. Il y a un podcast à la découverte des abonnés avec Dorian, un ancien commando parachutiste qui a quitté la France à cause de la République mafieuse. Il a eu une histoire similaire à celle de Montjoie pour devenir star dans un métier surprenant en Californie. Je vous laisserai découvrir ça en écoutant le podcast, mais c'était vraiment intéressant. Et puis c'est ça, là, les 2 prochaines semaines, je vais vous faire des vlogs concernant mon départ dans les montagnes. Je vais vous dévoiler la destination, je vais vous faire des belles images. Je vais mettre tout ça en exclusivité sur Patreon, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et à part ça, est-ce que je te propose de commencer les actus directement ou tu avais d'autres choses à rajouter? Non, allez, je suis chaud. Je suis chaud patate. C'est parfait. Écoute, Alain Delon, les dessous fiscaux de sa succession. Des tensions seraient apparues entre son fils Anthony, qui souhaite que son père puisse finir ses jours dans sa résidence du Loiret, et sa fille Anouchka, qui voudrait l'emmener en Suisse, où il possède aussi un logement et où elle-même réside. Et la raison du conflit serait en partie fiscale. Pour faire simple, si Alain Delon s'étend en France, ça coûterait plus cher en droit de succession que s'il a le temps d'installer une résidence fiscale suisse avant de disparaître. Rappelons en effet que la France taxe entièrement une succession dès lors que soit le défunt, soit l'héritier est résident fiscal français. Et même si l'un et l'autre résident à l'étranger, les biens situés en France sont tout de même taxés en France. Il suffit donc qu'un des 3 acteurs de la succession, le mort, l'héritier ou le bien transmis, soit en France pour qu'il y ait taxation. De plus, les droits de succession ne sont pas neutres puisque même en ligne directe, le taux atteint 45% dans leur cas, alors qu'en face, en Suisse, les droits de succession sont proches de 0% en ligne directe. Anouchka, en tant que résidence fiscale suisse, pourrait donc en profiter pour les biens situés hors de France dont elle hériterait, qu'il s'agisse de l'appartement de son père en Suisse ou des millions d'euros qui pourraient y être placés. En revanche, le départ d'Alain Delon pour la Suisse n'empêcherait pas Anthony de payer plein pot en France puisqu'il y réside. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Déjà, les droits de succession, les taxes sur les droits de succession, les machins comme ça, en fait, c'est déjà des taxes qui ne devraient pas exister. Tu me diras, la plupart des taxes ne devraient pas exister. Non, mais là, vraiment, ce que je veux dire, c'est que il n'y a même pas de justification morale à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les justifications pour les taxes, c'est toujours pour une redistribution ou pour payer quelque chose, tu vois.
Quand les mecs, quand tu vas parler des charges sur les salaires, etc., on va te parler du chômage, on va te parler de la sécu, on va te parler de ce genre de choses, tu vois. Mais là, c'est quoi là? L'État intervient pas dans le processus. L'État a déjà tout taxé, puisqu'en fait, le mec, s'il a une propriété en France, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire qu'il a payé toutes les taxes à l'achat, le foncier, tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que tu as en France, tout ce que tu as créé en France, etc. Ça a déjà été taxé de nombreuses fois. Et un événement arrive, tu meurs, et là ils se disent ah, bon, il est mort, on va retaxer. Non, mais vraiment, tu sais, ça n'a. Enfin, ça, c'est honteux, quoi. C'est honteux. C'est. Là, vraiment, ça, c'est révoltant. Tu peux pas profiter du bien de. Enfin, tu peux pas léguer tranquillement. T'as beaucoup, beaucoup de familles où les enfants, ils sont obligés de vendre la maison familiale, pas parce qu'ils veulent pas en hériter, mais parce qu'ils ne peuvent pas payer les droits de succession. Donc, ils la vendent. Et t'es là, genre, mais c'est scandaleux, quoi. Ouais. C'est Tu reçois scandaleux. tu reçois une maison à 1 million. Si tu as 400 000 euros de droits de succession dessus, si tu les as pas pour les payer, ben, tu es obligé de vendre la Voilà. maison. Exactement. C'est aussi simple Et, que ça. Alors et c'est quand même après, il incroyable. paraît qu'il y a des techniques et tout, mais il devrait pas, tu vois, en fait. Ça devrait juste être. Tu Ah oui, transmets ce que tu veux ça. à qui tu veux, nique sa race, c'est tout, point. Tu vois, point à la ligne. C'est le Non, genre là, de sujet vraiment, que j'aborde, c'est une honte. c'est le genre de sujet que j'aborde beaucoup dans mon Patreon, où justement la France, en fait, c'est un paradis de niche fiscale. Ceux qui les connaissent, ils s'en sortent bien. Ceux qui les connaissent pas, ben, ils payent pour tout le Ah, monde. ils s'en sortent bien. Disons qu'ils s'en sortent mieux que les autres, quoi, on Mieux, va dire. c'est ça. C'est quand Parce même que, incroyable de se dire que en Suisse ou au Canada, par exemple, il y a 0% de frais de succession ou très proche de 0%, et qu'en France, c'est très proche de 50%. mais déjà, mais en fait, rien que le fait que ça existe. C'est même pas le problème déjà de mettre un pourcentage, c'est de. Moi, je ne comprends pas l'existence des frais de succession. À quoi ça sert? Comment on justifie ça? Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, tout ce qui est donné, tout ce qui est légué, ça a déjà été taxé, comme tu le dis, une Bien première sûr, fois. bien sûr. Oui. C'est vraiment. C'est pas comme si d'un seul coup on découvrait à la mort un bien qui avait jamais été taxé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est des choses qui en sont déclarées normales et tout. Donc vraiment, il y a. Je comprends pas. Vraiment, c'est un truc. Je ne comprends pas que les gens se révoltent pas, que ça soit pas. Parce que c'est immoral, quoi. Enfin, c'est vraiment. On taxe des morts. Ah Vraiment, on ouais. taxe des gens morts. Jusqu'à Et dans ton cercueil, la République va te chercher. et surtout, ce qui est fou, c'est comme je t'ai dit, c'est qu'en fait, il y a toujours un mensonge qui va avec les taxes. Normalement, il y a toujours une soi-disant bonne excuse, etc., tu sais, pour faire passer la pilule. Et là, non. Là, genre, c'est genre ta gueule. C'est vraiment, on essaye vraiment de te cracher à la face. Je crois Mon que père est mort. Mon l'excuse des père est mort. socialistes, c'est en T'es là mode, dessus. Ah, c'est quoi? Vas-y, parce que l'excuse des socialistes, c'est en mode l'héritage, c'est pas méritocratique, c'est simplement de la reproduction sociale, et donc il y a aucune raison que quelqu'un touche l'argent de ce que leurs parents ont créé. tu te rends Mais compte? c'est Tu te rends complètement compte? immoral parce que toi, tu C'est travailles toute ta vie. absolument immoral. Tu travailles toute ta vie, mec, tu fais, tu prends des risques, tu te sors les doigts du cul toute ta vie, et au final, tout ce que tu as créé, tu devrais avoir le droit de le léguer à absolument qui Mais tu veux. parce que si tu vas par là, si tu Ouais. vas par là, si le raisonnement c'est l'héritage c'est pas méritocratique, gna gna gna, tu vois ce que je veux dire? OK, mais dans ce cas, il faut taxer les dons pour les associations alors. Je comprends pas. Parce que et c'est pas méritocratique. Quand tu donnes ton argent Ouais, à, ouais. une cause, à une association, si tu fais un don à un hôpital, si tu fais un don au service des enfants cancéreux, ils méritent pas donc ton argent, ils ont rien fait pour l'avoir, c'est un don. Mmh. Et là, quand tu fais ça, pourtant, c'est carrément une déduction fiscale que tu as. Tu vois? Parce qu'on estime que tu as fait un don. Donc en fait, tu peux faire un don à une cause, tu peux faire un don à une association, tu peux faire un don à une œuvre, à un musée, etc. Mais tu peux pas faire un don à tes enfants. Ah ouais. Non, Voilà. c'est complètement absurde, mec. Il y a certains communistes, mec, qui vont jusqu'à l'abolition de l'héritage, que 100% soit taxé Ah par bah, l'État. tu m'étonnes. Mais c'est normal, c'est des fils de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont issus de longues lignées de j'ai rien fait de ma vie. Donc, donc eux, ils ont rien, ils ont pas eu d'héritage, alors que ce soit financier, génétique, historique, culturel, ils ont rien eu, eux. Leurs parents leur ont rien eu. Un Mars va jouer dans la rue, tu vois. Donc toi, ta famille, ça fait 1000 ans que les mecs, ils produisent, ils se battent, tu vois, ils construisent un pays, une civilisation. T'as envie d'avoir un petit truc, tu vois. C'est Ah ouais, clairement.
façon, mec, les Non, socialistes. franchement, c'est scandaleux, mec. Tu les m'as socialistes, ils plombé le veulent tout, moral. mec. Je me déco. Le mec, Ciao. il craque. Je m'en vais, je m'en vais vivre dans les bois. Au bout de 17 minutes de live, j'en ai marre. J'aime pas, on parle de trucs pas marrants. C'est bon, j'en ai marre. Non, mais c'est vrai, franchement, ça rend fou, tu vois. Ça rend fou parce que là, vraiment, on se sent, mais d'une impuissance, c'est terrible, tu vois. Ah ouais. Et en plus, ça prend les gens dans des moments de faiblesse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les impôts, les machins et tout, les charges sociales, tout ça et tout, ça te pensait tout le temps au quotidien. Mais ça, t'es là, tu viens de perdre quelqu'un, manifestement, s'il y a frais de succession, c'est bien que quelqu'un est mort. T'es dans ta période de deuil et tout, et tu sais, t'as pas le courage de te battre contre l'État. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas là, t'as le courage de te dire non, bon, on va prendre un conseiller fiscal, on va faire ça. Non, tu sais, les gens, ils sont dans la détresse, ils sont là, bon, bah vas-y, on va vendre la maison de maman. C'est d'une tristesse, c'est l'espèce de grosse machine bolchevique qui marche sur les gens, sur la vie des gens, et c'est dramatique. Franchement, vraiment, je vomis cet état. C'est une honte, c'est vraiment une honte, ce système. C'est horrible. De toute façon, les socialistes, ils veulent ton héritage, ton fric, ta maison. Ils veulent tout à part ton travail. Ouais, sauf ton travail. Par les efforts que tu dois fournir pour Exactement. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on se déco, on va faire du Warzone. On va jouer à Warzone. On va faire un live, on joue à Warzone. On reste en ligne et on joue, ouais. Bon, vas-y, la suite. Envoie la suite. Envoie-nous une bonne nouvelle, là. J'attends que t'en aies. Aïe, 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 ça va. De toute façon, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est le cirque de la politique française. Le nouveau gouvernement, mardi 9 janvier, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre suite à la démission d'Elisabeth Borne. Je l'adore, c'est mon préféré, Gabriel Attal. Ah putain, ce mec. C'était mon chouchou. J'espère qu'il va devenir président. Il parle comme ça, il a peur. Et le jeune homme. Il chuchote. Ah ouais, un peu, ouais. Il parle tout là. Il fait de la SMR. Premier ministre de la SMR. Il est complètement vidé par ses partouzes, ça lui a détruit le cerveau. Arrête, et voilà. il a plus d'énergie pour parler. Jeune homme de 34 ans qui venait d'hériter du ministère de l'Éducation nationale est ainsi devenu le plus jeune Premier ministre de la Ve République, battant le record détenu par Laurent Fabius, qui avait 37 ans quand il est devenu Premier ministre en 1984. Il a quel âge, lui? Lui, il a 34 ans. Tout jeune. En fait, il a quasiment notre âge. Donc, ouais, quand même... Ça. On peut quand même mettre un petit peu de respect, parce que quand même, devenir Premier ministre, t'imagines? C'est comme si moi, dans 4 ans, j'étais Premier ministre. Bon, vous emballez pas. Hein. À mon avis, avant que ça arrive à moi, avant que j'apparaisse sur la liste, il y a un paquet de mecs qui meurent, je pense. Il faut qu'il n'y ait plus que 10 personnes en France pour que potentiellement tu sois sur la liste. Ouais, jeudi 11 janvier. On se bat pas avec les mêmes cartes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, si je veux être Premier ministre, bon, il faut que je bosse, que je prenne des idées et tout. Lui, il taille des... il écarte les... C'est sûr que ça va plus vite. Hein. Moi, je peux pas faire ça. Il a des talents que j'ai pas, tu vois. Ah bah oui, malheureusement. J'ai pas sa souplesse. Aïe, 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 aïe. Et jeudi 11 janvier, les citoyens français ont ensuite pu découvrir la composition du nouveau gouvernement. L'occasion de découvrir que Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture. Elle prend ainsi la place de Rima Abdul Malak. Donc, une B-word de droite. Quand c'est la ministre de la Culture, ils veulent pas être de français. C'est non. C'est non. Ils ont été chercher Rachida Dati, même si elle les déteste. Parce que je rappelle que Rachida Dati, elle détestait Macron et tout. Elle n'arrêtait pas de mettre des grosses culs. Ouais. Ils se sont dit, bon, on a épuisé tous les Arabes qu'on avait. Donc, on va commencer à prendre des gens qui nous détestent. Tant pis, mais au moins, tu vois, pas français. Donc, le seul dans notre camp qui a une chance d'être Premier ministre de la Culture un jour, c'est Jean Messia. Jean Messia, bah, c'est le prochain. Hein. Il reste que lui. Et ils vont dire, bon, bah, allez, tant pis. Tant pis. Contre toute attente, Gabriel Attal va travailler avec son ex-compagnon, puisque Stéphane Séjourné, qui a autrefois fait partie de sa vie et avec qui il s'est pacsé en 2017, vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est bien. Tout ça... Ah, mais ils sont plus ensemble, c'est ça? Ils sont plus ensemble, mais ils se sont pacsés il y a quelques années. Quelle tristesse. Mais comme par hasard, il devient ministre des Affaires étrangères, le mec. Machallah. Cette chance. Et tu sais qu'on lui a demandé sur un plateau télé, mais comment est-ce que vous justifiez votre poste de ministre des Affaires étrangères? Il a dit, parce que j'ai déjà vécu à l'étranger. Ah, bah, alors, tu vois, comme quoi. Donc, tu vois, peut-être que moi, j'aurais les affaires étrangères. Peut-être pas Premier ministre, mais tu vois. Ouais, bon, j'ai 4 ans, je vais bosser quand même. D'espoir.
Commence à faire des étirements. Putain, faut avoir envie. Hein. Après, peut-être que Macron, il est bien content d'avoir un petit jeune parce que comme ça, il peut le dominer un peu, sachant qu'il est bien jeune. Je sais pas Macron si aussi. lui, il aime bien. Je pense que lui. Non, attends, là, j'allais dire un truc horrible. Vas-y, réfléchis avant de le dire. Formule-le bien. Non, je peux pas. Il n'y a pas de Non bonne formulation. Il n'y a pas de bonne formulation. Là, c'est trop pour Twitch. Disons que voilà. Peu importe, mais sinon, c'est qui les autres? Parce que, à part, tu sais que moi, là, je découvre, parce que moi, ça fait des années que je ne suis plus du tout le gouvernement. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai su que Gabriel Attal était Premier ministre parce que j'ai vu passer beaucoup de blagues sur lui et tout, sur Insta et tout. Mais je suis incapable de donner le nom des ministres, que ce soit les nouveaux ou même les anciens. Tu me demandes c'était qui le ministre de l'Intérieur jusqu'ici, j'en ai absolument aucune idée. Je ne suis plus, mais ça fait longtemps. Hein. Ça fait au moins 10 premiers ministres que je suis plus. Donc, le dernier, c'était qui? C'était Olivier Véran ou c'était un autre? Non, c'était pas lui? Si, c'était lui. Darmanin, peut-être? Non, il était pas à l'intérieur. J'en sais rien. Bon, voilà, tu vois. Bon, franchement, j'en sais rien. Mais si tu veux, je vais partager l'écran et je vais te donner les nouveaux. Allez, donne-moi les nouveaux, on va voir. On va rigoler, on va voir leur tronche en plus. Ah, tu partages. Ah, on va mettre des photos en plus. Ah. Gabriel Attal. Bon, donc Gabriel Attal. Très bien. Premier ministre. Prisca Thévenot. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Je connais pas. Ouais, jamais entendu parler. Aurore Berger. Parce que ça, c'est des ministres délégués. Donc, ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ah, on le connaît, lui. Mais il était déjà ministre, lui. Il est partout, lui. Ouais. À mon avis, il est resté ministre de l'économie. Ouais. Moi, j'adore ça, le prochain poste. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Ah, bah c'est Gérard Darmanin pour le coup. Ça n'a rien à voir. Intérieur. Ah oui, et Outre-mer, ok, je comprends. Si, peut-être que ça veut dire. Non, je sais pas, remarque. De la sécurité globale, quoi, pas uniquement ouais, de la métropole. Peut-être que c'est ça, ouais. Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin. Attends, mais pourquoi ils nous foutent toujours des gros au ministère de la Santé? Mais parce que les mecs, ils mangent bien, tu sais. Ministre, tu vas souvent à la cantine. Hein. C'est les restos, c'est les machins, donc forcément, tu vois. Et surtout, ce qui est important quand tu es ministre du Travail, c'est de ne jamais avoir travaillé. Ça, c'est important. Toujours. Ah ouais. C'est comme pour des sports. Surtout pas de sportifs. Moi, ce qui me fait rire, mec, c'est ministre de la Santé. Dans plein de pays, au Canada, aux États-Unis, en France, c'est des gros, les ministres de la Santé. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que chaque fois qu'on descend une ligne, le nom du ministère, il se rallonge. En fait, tu as Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, ministre du Travail, de la Santé et Solidarité, et le prochain, il est tout. Ministre de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports, des Jeux Olympiques, Paralympiques, chirurgien, dentiste, mineur de fond, pêcheur en haute mer. Ministre des mangeurs de langoustes. Ils sont partout, ces enculés. Amélie Oueda Castera. Il y a beaucoup de femmes. Hein. Il y a plus de femmes que d'hommes dans cette fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes. On va compter les femmes, attends. Après, donc déjà, il y a Gabriel Attal. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau. Je connais pas. Fesneau. All right. Rachida Dati. Français. Ministère des Armées, Sébastien Lecornu. Ah, Éric Dupond-Moretti, l'ami des criminels. Superstar. Enfin un gros nom, enfin un big name. Lui m'insupporte. Enfin un triple A. C'est lui qui avait sorti un jour. Donc lui, il n'a pas changé, lui, alors ça change pas, alors lui. Ouais, il n'a pas changé. Il y en a qui changent pas, tu sais, quand ils refont des gouvernements. Bah ouais. Donc on a notre cher Stéphane Séjourné. Ah, regarde-le. L'ex de Gabriel Attal. Putain. Quand on va trouver une sextape de tous les deux, ça va être quelque chose. Ah, il y va ou il en vient? À mon avis, c'est dans tous les sens les deux. Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. C'est toi qui vas au ministère de l'écologie. Tu mettrais qui à l'écologie, toi? À l'écologie? Ouais, qui je mettrais. Je mettrais. Qui c'est que je mettrais à l'écologie? C'est une bonne question. Peut-être, comment il s'appelle, le patron de Willy Schrein, le président de la fédération de chasse. Ah bah bien, pas mal, ouais. C'est bon ça. Ouais. La gauloiserie, tu le mettrais à quel ministère? Non, lui, il faut pas qu'il soit ministre. Il a trop de boulot, lui. Et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau. Je te pose la question encore une fois parce que je sais que tu veux aussi un ministère de l'enseignement. Tu mettrais qui comme ça là? Oh là là, putain, tu me dis ça, c'est comme si j'allais être président demain. J'ai pas réfléchi de ouf. Hein. Alexis Grimaud.
Grimaud, non, je vais mettre à l'économie et finances. Grimaud, t'es Ah malade, ouais, quoi. c'est vrai, il est très Ah très bon. oui, Grimaud, il va à l'économie et aux finances. Il a Non, une- je pense que je mettrais Bernard Lugan comme ministre de l'éducation. Ah ouais, c'est bon ça. Bah quoi, il a Et été prof. ouais, en plus, il a exactement le bon diagnostic sur la C'est un jeunesse française. Ouais, c'est un universitaire et tout, donc voilà, je le mettrais. Très bien, Et il ramènera un peu de couilles dans les classes. ministre de l'Intérieur, je mettrais Tengo pour des solutions expéditives. Tengo, mec, il me fait marrer là. Tous ses posts Instagram, c'est des trucs de cul. C'est pour ça que je ne le mets pas à la jeunesse, lui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce gouvernement? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de se plaindre. Tu sais, je vois beaucoup de gens, ils réagissent à fond. Vous voyez pourquoi nous, on prend ça à la légère? Parce que de toute façon, le cirque continue, ça change rien. Ça pourrait être n'importe qui, ça changera rien, je vous assure. De toute façon, c'est Macron qui prend les décisions, on le sait. Je veux dire, il peut y avoir n'importe qui comme prête-nom, c'est tous des branquignoles. C'est vraiment, ça va pas. Votre vie va ni changer ni en bien ni en mal. Ça sera la même merde indéfiniment. Donc, tant que ce cirque, il faut pas participer. En fait, commenter, se plaindre, dire non, il faudrait lui, il faudrait lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jouer le jeu parce qu'en fait, c'est prendre tout ça au sérieux. Prendre ça au sérieux, penser que les ministres, tout ça, c'est sérieux, c'est déjà tomber dans le piège. C'est pas sérieux. C'est pour ça. Faites comme nous. Si vous voulez en parler, parlez-en pour faire des blagues. C'est une énorme blague. Ce gouvernement est une énorme blague. Tout ça est une énorme blague. Ne faisons pas comme si tout ça existait pour de vrai, comme si il y avait des vrais ministres. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça, tu vois. C'est pas pour de vrai, les gars. Tout ça, c'est de la mascarade, tu vois. Donc, soyons pas dupes. C'est vrai, mais ça les empêche pas de venir vous taxer pour plein de raisons différentes. Ah non, mais ça, c'est pour de vrai. Ouais. Ça, c'est pour de vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la preuve en est, c'est que votre feuille d'imposition, ça sera exactement la même, peu importe le ministre. Tous les sujets qui vous intéressent, la culture, la grandeur du pays, la production, la sécurité, l'imposition, tout ça, ça sera exactement pareil. Ça pourrait être Darmanin, Gabriel Attal, Michou, peu importe, ça changera absolument rien. Mais oui, Il y a un jour, Xark ce sera 08. Bilal Hassani. Je sais pas si Aucun tu savais, mais intérêt. Gabriel Attal, il a fini ses études, après il a fait un stage, et ça fait que 5-6 ans qu'il travaille vraiment. Qui travaille vraiment, c'est-à-dire, c'était quoi C'est-à-dire son qu'il a travail? 6 ans d'expérience professionnelle hors stage. Mais c'est quoi son travail? Bah, c'est-à-dire, oui, c'est une bonne question, ça aussi. Ça fait 6 ans qu'il est officiellement Ça fait 6 ans qu'il est déclaré comme fonctionnaire. il est plus, voilà. Ok, il est plus chercheur d'emploi, quoi. Ok, très bien. Et sinon, à part ça, c'est bien. avec Non, mais après, Gabriel. voilà, après, on peut quand même dire que voilà, hein, les mecs, ils savent faire fonctionner leur réseau parce que mine de rien, il est Premier ministre, tu vois ce que je veux dire? Sa mère, elle doit être fière quand même. Ah oui. Alors, remarque, bon, ça Bravo, mon compense parce que fils. j'avoue, Bravo, mon fils. je sais pas. Je vais te faire- La mère, ça doit compenser parce que elle a dû aller de déception en déception, la mère d'Attal, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Quand il grandit, après t'apprends que t'auras pas de petits-enfants, après tu vois la tronche de son mec et tout, tu sais, la pauvre, bon, ça Dur. réconforte quand même un peu. Au moins, il fait quelque chose de sa vie, tu vois, au Il y a moins. quelque chose, mais bon. Il passe plus, voilà. Moi, il fait autre chose que les clubs à partout. C'est Ça déjà ça. respecte pas trop la religion, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, il a peut-être fait des boulettes pour fêter ça. Et puis, Arrête. sinon, à part ça, Gabriel Attal, en déplacement au centre hospitalier de Dijon, samedi, le Premier ministre avait chiffré devant la presse à 32 milliards d'euros supplémentaires sur les 5 ans à venir l'investissement dans l'hôpital public, qu'il est allé jusqu'à qualifier de trésor national. Donc, il a annoncé, en tant que Premier ministre, je vais mettre 32 milliards supplémentaires dans l'hôpital public parce que c'est un trésor national. Sans dire où il allait prendre l'argent, toujours. Or, c'est là où ça devient intéressant. Ce chiffre de 32 milliards est loin d'être une annonce nouvelle. Il s'agit d'un rappel de l'évolution des dépenses de santé telles que prévues par la loi de programmation de finances publiques. Une précision confirmée par la suite par Matignon, qui a avoué que ces fameux 32 milliards correspondaient à la hausse du budget de la branche maladie qui a été adoptée dans les dernières lois de financement de la sécurité sociale. Ouais. Je suis gentil, j'augmente de 32 milliards. En fait, il Ah fait ouais. rien du tout, quoi. Donc quoi, c'est C'est vraiment surtout- juste de la com. Hein. On augmente d'où? Parce que c'est même pas le problème. Est-ce que l'hôpital public a besoin de fonds, etc. Certainement, mais d'où vient l'argent? Ah oui. D'où vient l'argent? Évidemment. Et puis on voit que l'hôpital Et public, encore une fois. il a jamais été aussi naze. Dans les 2 derniers mois, il y a plein de gens qui sont morts en attente dans les urgences, hein, en attendant 7, 8, 9 heures. Je sais bien. Tu as dû voir Ça, passer les c'est- infos. La saine sécurité sociale.
Heureusement Et qu'on puis a on le ça. rappelle, hein, pour Comment on vivrait? résumer, toi au Texas, tu payes moins cher que ce que tu paierais en France en cotisation de sécurité sociale avec une assurance privée et tu as un service bien meilleur que ce que tu as en France. Yeah. Eh oui, ça, Ouais. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, Mais faut que tu ça rentre sais, dans la tête des gens. je parlais avec Grimaud justement de ça il y a pas longtemps. Il me donnait un exemple très juste sur les gens qui te disent que la sécu, c'est, tu sais, la réflexion que la sécu, entre guillemets, c'est entre guillemets obligatoire, genre comment on peut faire pour vivre sans, etc. Comment tu fais si t'as, tu sais, si t'as pas prévu, si t'as pas les moyens, etc. Et en fait, il me disait qu'en adoptant ce raisonnement, tu peux aller bien plus loin. Et en fait, regarde, si tu prends l'exemple du chômage ou de la sécu, tu vois, le chômage, qu'est-ce que c'est les cotisations chômage? C'est on te prend sans te demander ton argent pour mettre de côté pour ton chômage, entre guillemets. Bon, après, en plus, on redistribue pas exactement de façon équivalente, mais entre guillemets, on t'explique que t'es trop con pour mettre de côté toi-même, t'es trop con pour t'en occuper toi-même, donc c'est obligatoire, on met de côté pour toi et on te donnera quand tu seras au chômage, tu vois, parce que t'es trop con pour prévoir. Et la santé, la sécurité sociale, c'est pareil. C'est t'es trop con pour prévoir pour tes propres frais, prévoir quelque chose, etc., ou avoir une assurance ou quelque chose comme ça. Et puis on prévoit pour les gens qui n'ont pas les moyens qui n'auraient pas les moyens d'avoir une assurance, de se soigner, etc. Donc c'est obligatoire. Et si tu pousses ce raisonnement-là, tu peux faire ça pour la bouffe aussi. Pourquoi pas des tickets rationnement de l'État? Non, mais parce que réfléchissons. Si demain on adopte ça, si demain il y a une cotisation, on prend un pourcentage de votre salaire et on vous donne en échange des tickets de rationnement pour acheter les courses, etc. Ok? Dans 100 ans, dans 50 ans, on dira comment on faisait pour vivre sans. Comment ils faisaient les gens qui n'avaient pas d'argent pour manger? Vous avez pensé à ça? Ah, vous voulez aller vivre dans un pays où il n'y a pas le rationnement alimentaire? Ah ouais, et où quand vous vous retrouvez au chômage, vous mourrez de faim? Parce que dans les pays où il n'y a pas le rationnement alimentaire, quand on est au chômage, on meurt de faim. Eh bah oui. Et là, parce que c'est pas l'État qui paye pour la bouffe. Les gens, ils sont obligés de dépenser des sommes folles pour manger. Ils dépensent leur propre argent pour manger. Alors que nous, l'exception à la française, on a le rationnement alimentaire de l'État. Et voilà, c'est le discours de la sécurité sociale, Ouais. c'est le discours du chômage. C'est le même discours. Et on dira, mais comment on fait? Et on expliquera que dans les autres pays, c'est comme aux États-Unis, partout, c'est des arriérés, que les gens meurent de faim dans la rue, etc. Que tous ceux qui n'ont pas les moyens meurent de faim, tout ça. Et qu'au moins, chez nous, bah, au moins, c'est bien, il y a la sécurité alimentaire. Mais comment on Et ferait on peut pour faire ça pour tout. s'éduquer, comment on ferait pour On peut aller à faire ça l'école pour sans tout. l'État, Baptiste? Mais bien sûr, mais comment on ferait, mais comment on ferait le matin pour mettre les chaussures, la chaussure droite dans le pied droit, la chaussure gauche dans le pied gauche? Bien Non, mais sûr, moi, si j'avais pas l'État pour je te venir me je te torcher le taqui cul. je te taquine parce que tu es pour un ministère de l'éducation nationale, mais Moi, je suis c'était pour une école publique, ça veut pas dire l'école publique obligatoire. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est Mais vrai. comment on ferait, comment moi je ferais pour m'habiller le matin sans l'État? On se demande, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois, je veux dire, cette réflexion de la sécurité, tu vois, je veux dire, de la sécurité par l'État, tu vois, tu peux vraiment la mettre à tout. Et après, tu peux faire pareil pour les habits, pareil pour tout, entre guillemets. Bah oui et mec, Et quand tu quand par je vois pas en quoi c'est plus stupide d'avoir des rationnements alimentaires que d'avoir la sécurité sociale ou le chômage. C'est selon les critères utilisés pour défendre la sécurité sociale, ça marche totalement pour la bouffe. ouais, c'est un Ça besoin marche. primaire en plus, c'est même plus C'est un important besoin que la santé. primaire. Ouais. C'est un besoin primaire. C'est un besoin primaire. Les gens qui n'ont pas de. Regardez tous les gens dans la rue qui n'ont pas de quoi manger. Il y en a plein des SDF qui n'ont pas de quoi manger, etc. Au moins, avec la sécurité alimentaire, tout le monde aurait de quoi manger tout le temps. Mais quoi, c'est vrai. Non, mais moi, je sais pas, moi, Ah non, c'est très bien, j'utilise ouais. les arguments de nos contradicteurs. Apparemment, donc on devrait. C'est Bah, comme s'il vous ça. Et en plaît, fait, en fait, tu glisses lentement dans un système communiste quand tu fonctionnes comme ça. ouais Parce et puis que c'est dans quoi au un final, système mec? communiste, c'est comme ça que Non, ça fonctionne, même pour l'essence, pour tout. ouais, En Union soviétique, l'essence, c'était pareil, c'était l'État qui distribuait l'essence. Tu avais ouais. des tickets selon ton travail, selon tes besoins, etc. On te donnait des tickets ou des jerrycans, etc. Enfin, on te donnait des valeurs d'essence à avoir. C'était comme ça. C'est Il y a vrai, hein. Ba Donc, il y a Baptiste Boulangerie Texas qui te dit: «Arrête, tu vas leur donner des idées». mais les plus gros communistes, ils y pensent déjà à ça. Ouais, Mais ouais. moi, si je parle, c'est pas pour eux. Si je parle, c'est justement pour les gens plus ou moins de notre bord, etc., qui pensent que la sécurité sociale, c'est vraiment un fondement social obligatoire, etc. Et moi, j'ai juste envie que les gens se posent au moins la question, tu vois, et fassent pas comme si on pouvait pas vivre sans. Bah, évidemment, évidemment. De toute façon, comme le dit, Charles Gave, il y a jamais eu autant d'impôts et les services ont jamais été aussi pourris et ça s'applique parfaitement à l'hôpital public, à la sécurité sociale et quand on pousse ton raisonnement, au plus loin, au final, on est juste des robots qui se lèvent, qui ont un travail à signer et puis l'État s'occupe de tout pour nous. Il nous Bah ça, livre, c'est ça. C'est ce notre riz, communisme. notre ci, notre eau et C'est le cetera. communisme. Plus vous laissez l'État gérer, votre argent, gérer, vos services,
moins vous vivez en tant qu'individu, moins vous êtes libre et moins votre vie a de sens. Vous êtes simplement des robots, des bots qui se laissaient porter par cette république. Mais bref, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ça, mec? Non, Gabriel Attal va nous sauver. Vivement qu'il soit président de la République. Attal 2000. C'est quand les prochaines élections présidentielles en France? Je n'en sais rien, mais je vais regarder. C'est quand déjà, les gars, les prochaines élections présidentielles? Bah attends, c'était quand les dernières? C'était il n'y a pas si longtemps, si? C'était en 2027. Gabriel Attal 2027. Attal 2027. Moi, je le soutiens. Parfait, moi aussi. Allez, vas-y, on fait campagne pour Gabriel Attal jusqu'en 2027. Mais il faut. Ouais. Bien sûr. Il faut prendre toujours le pire. Moi, j'espère que ce sera lui. J'espère le pire. Il faut toujours soutenir le pire. Bah, tu sais, c'est l'accélérationniste. Tu veux que ça se pète la gueule. Donc, c'est drôle que Gabriel Attal, ce soit le pire. Je sais pas si c'est le pire, mais c'est le plus marrant. C'est le plus rigolo. Donc, je prends lui. Lui, tu l'as jamais entendu parler? Comment il s'appelle son ex? Séjourné. Voilà. Séjourné 2027. Lui, il est bien. Lui, président, terminus, tout le monde descend. Ah là là, cette gueule, Séjourné, putain. Bon, il y a plein de médias arabes, tu sais, dans le Middle East, dans tous ces endroits-là qui ont titré. Ouais, dans le Moyen-Orient, qui est titré, c'est traduit en arabe, bien sûr, mais il titrait le Premier ministre français est un homosexuel. Pour eux, ça les choque, tu m'étonnes. Pour eux, ça les choque, quoi. Mais c'était le titre des journaux, mec. Mec, qu'est-ce que t'imagines? Ils sont là, bon. Ah bon? Ok, carrément. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, vas-y, la suite. DoorDash et Uber Eats augmentent leurs tarifs aux US dans les villes démocrates à cause d'une loi sur le salaire minimum des livreurs. Les habitants de Seattle doivent faire face à des factures de livraison plus élevées de la part des services tels que DoorDash et Uber Eats suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui exige des paiements minimums aux livreurs. Cette nouvelle loi du conseil municipal de Seattle sur le paiement minimum des livreurs est entrée en vigueur samedi. Les entreprises doivent maintenant payer aux livreurs le montant le plus élevé entre un montant minimum par minute de 44 cents ou un montant minimum par kilomètre de 74 cents. Un porte-parole d'Uber a déclaré que cette loi fait plus que doubler les frais que les consommateurs devront payer, ce qui signifie moins de commandes pour les entreprises et moins d'opportunités pour les livreurs. Il estime qu'il y aura des centaines de milliers de commandes en moins cette année. Un porte-parole de DoorDash, pour finir là-dessus, a lui déclaré que la loi de Seattle aura un impact négatif sur les chauffeurs, les consommateurs et les commerçants. Les consommateurs devront aussi s'acquitter de nouveaux frais dans leur application. C'est un petit peu le souci, c'est ce qu'on expliquait un petit peu avec l'augmentation du SMIC, etc. C'est un petit peu le souci, c'est qu'en fait, je comprends la volonté de ne pas avoir des salaires, des applications comme ça, surtout quand c'est des méga entreprises comme Uber, etc., qui arrivent et qui sous-payent, et on se retrouve comme chez nous, en fait, à avoir que des livreurs qui sont des sans-papiers, en fait, parce qu'on va pas se mentir, hein. En France, Uber Eats, c'est vraiment que des clandos, parce qu'il y a que qui peuvent être acceptés d'être payés des centimes pour le boulot, tu sais, voilà. Et donc je comprends la volonté. Le problème, c'est que la solution de faire des lois, en fait, comme ça, c'est des centimes, excuse-moi, mec, c'est des centimes par minute ou par kilomètre. Oui. Mais bon, c'est de la merde. Mais le salaire Uber Eats, c'est vraiment c'est de la merde. Vivre, tu vois. C'est payé honteusement, entre guillemets. Mais voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a que des clandos, tout ça. Et en fait, je comprends la volonté de vouloir de pas laisser faire, mais en fait, la solution qui consiste à juste mettre des salaires minimum plus bas, etc., on sait que c'est ce qu'on vous expliquait, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, c'est juste déplacer les frais, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un paye pour ça. Donc, en fait, ça fonctionne pas comme ça. La solution pour pas avoir d'emploi comme ça, c'est le plein emploi, en fait. C'est deux choses. C'est d'une, d'avoir une loi extrêmement stricte et une immigration extrêmement régulée, voire inexistante. D'accord, et notamment une immigration clandestine inexistante ou extrêmement régulée, et d'avoir des lois de travail sur l'immigration qui sont très, très importantes et très régulées, justement pour pas avoir ce phénomène. Et la deuxième chose, c'est le plein emploi. Parce que quand il y a du plein emploi, les gens ont le choix dans leur poste, entre guillemets, et en fait, pour que ton entreprise elle ait le nombre, pour que tu trouves des coursiers, entre guillemets, tu es obligé de les payer un minimum, ou en tout cas de leur proposer des avantages. Mais le fait de dire non, on garde comme chez nous, où en fait on a le double problème, c'est-à-dire qu'on a un niveau de chômage très haut, donc les gens ont besoin de travailler, ils n'ont pas de thunes, donc ils acceptent n'importe quoi, et le fait d'avoir accès en plus de ça à une main d'œuvre immigrée ultra abondante, ça pousse entre guillemets ces services-là à baisser. C'est simple, mec, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui oblige personne à travailler pour ces services-là, mais c'est sûr que s'il y a plein de monde qui n'ont pas de travail
et qui recherchent un truc, eux, ils peuvent se permettre de leur proposer des salaires faibles parce qu'ils vont accepter Exactement. aussi. Et puis en plus, Et chez nous, il y a aussi le fait d'avoir affaire à la main-d'œuvre, d'avoir facilement accès à une main-d'œuvre étrangère qui accepte d'être sous-payée. ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi autre chose. Donc c'est pour Je ça sais pas qu'il faut pour le. toi, mais ici au Canada, les chauffeurs Uber, ils sont pas si mal payés que ça. Oui, ici, c'est très différent aussi. Ouais. Mais c'est justement ce que j'expliquais, c'est qu'ici, par exemple, on le voit très bien. J'avais déjà partagé des salaires d'employés de station-service, etc. Et ici, je le vois, par exemple, il y a un truc qui est très représentatif. C'est deux chaînes de supermarchés. Donc, il y a Walmart, qui est extrêmement connu, et H-E-B, qui est une chaîne de supermarchés texane, qui est très, très, très connue au Est-ce Texas que aussi. avant de partir là-dessus, je peux te donner une data très rapide? Vas-y, vas-y. Elle est vraiment importante. Le salaire moyen par heure chez Uber Eats pour le poste chauffeur au Canada est d'environ 21,24 $ de l'heure, ce qui correspond à la moyenne nationale. Ouais, voilà, tu vois. Oui, oui, voilà. Donc ici, tant que tu as deux chaînes de supermarchés comme ça, tu vois, tu as H-E-B et tu as comment, Walmart, qui sont très différents, qui sont deux méga chaînes, entre guillemets, très présentes partout et tout. H-E-B, ça va être des produits beaucoup plus locaux, etc. Donc c'est un petit peu plus cher et tout, c'est un petit peu plus haut de gamme. Et Walmart, qui est vraiment le truc basique, qui distribue de tout, voilà, qui est le gros supermarché. Et en fait, il y a une différence énorme dans la qualité des caissiers. C'est incroyable, tu vois. Chez H-E-B, c'est vraiment, tu vois, tout le monde présente super bien, tout le monde est vraiment. Franchement, c'est un plaisir quand tu vas là-bas, les vendeurs et tout, ils sont au taquet, les caissiers sont au taquet, c'est beaucoup de jeunes et tout, mais tu sais, ils sont très actifs et tout. Et puis chez Walmart, tu tombes toujours sur des énormes cassos, tu vois. Mais vraiment, c'est abusé, c'est vraiment cassos. Et en fait, il y a une différence de salaire super notable entre les deux chaînes, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas regarder combien ils sont payés, le caissier de base chez Walmart, il est payé autour de 2500 $, je crois. Par mois, donc il est bien en dessous du salaire moyen, alors que le caissier chez H-E-B, il est à 5000 $ par mois, un truc comme ça, donc c'est une question presque du simple au double, tu vois, et Ah tu ouais. vois qu'ils attirent, et du coup, tu sais, les critères de sélection, entre guillemets, chez H-E-B, bah, c'est de ne pas être un énorme cassos, tu vois, c'est ça, en fait. Faut être bien et tout, et chez Walmart, ils prennent tout le monde, mais ils ont pas, tu vois ce que je veux dire, ils ont pas les caissiers H-E-B, parce qu'en fait, les caissiers H-E-B, ils vont chez H-E-B. C'est-à-dire Bah que ouais, quand c'est tu as les ça. Parce qu'en fait, capacités, mec, quand tu as les capacités, quand tu as si tu, envie si- d'être. si tu proposes 5 000 $ par mois, tu vas avoir 100 personnes qui vont postuler. Du coup, tu vas prendre les 10 meilleurs sur les 100. Si tu proposes 2 000 $ par mois, tu vas avoir 20 personnes qui vont Ouais. postuler. Tu vas prendre les 10 meilleurs sur les 20. Oui, Forcément, puis tu auras, voilà, puis les questions. moins bonne qualité. Mais un truc important, c'est que ça fait aussi partie du concept. C'est-à-dire que quand tu vas chez H-E-B, c'est ça? Ouais, ouais. H-E-B, tu payes Ouais. aussi pour un bon service. Tu payes aussi pour une Oui, oui. expérience. Ouais. Oui, enfin voilà, c'est un tout, quoi. Mais c'était pour t'expliquer que voilà, quand tu es dans un pays comme ici où il y a le plein emploi, vraiment, où c'est très facile de trouver un emploi, après, en fait, les gens vont vers les emplois. Dès que tu as des qualités, entre guillemets, tu trouves un emploi qui est à la hauteur de tes qualités, tu vois. Il n'y a personne, je connais personne, vraiment personne, qui soit normal, entre guillemets, c'est-à-dire qui soit un bon travailleur, qui galère. Ça n'existe pas ici, tu vois. Ouais, Et c'est ceux ça. que je vois dans des postes de merde, comme à Walmart et tout, c'est toujours des cassos. Tu vas à Walmart, à la caisse, c'est pas tous les caissiers de Walmart sont comme ça, hein, il y en a des normaux, mais je veux dire, t'en as un paquet où t'es là, genre, putain, le mec est ultra lent, il raconte sa vie, c'est souvent des gauchistes, c'est des cheveux bleus, tu sais, il présente dégueulassement, tu vois. Mais c'est un truc de fou. Chez Chibi, tout le monde présente bien et tout, mais tu sens que voilà, c'est pas le même. Alors que c'est un boulot de caissier. Les deux, c'est un boulot de caissier, c'est le même, tu vois. Mais Ouais. le gars de Walmart, l'obèse, avec ses tatouages, ses cheveux bleus et tout, qui met 3 heures à passer tes courses, il a même pas les qualifications, je suis là, pour prétendre à un vrai emploi de caissier, tu vois. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est quand je comprends la tentation de vouloir augmenter, mettre des lois sur les salaires, sur le truc, en disant non, il faut empêcher les méga structures de, euh, d'exploiter les gens, tout ça et tout. Je comprends, mais encore une fois, la solution, elle n'est pas là, parce que qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est juste le consommateur, tu vois. C'est-à-dire que si demain, tu obliges Walmart à payer les mecs 5000 balles, bah, tout ce qu'il va faire, c'est que Walmart, ce sera plus cher. Ce sera au même prix qu'H-E-B, entre guillemets, mais la qualité des caissiers, ce sera toujours les caissiers Walmart, tu vois. Ouais, C'est bah en ça fait, c'est ça le truc, quoi. pour synthétiser ton raisonnement, c'est très très simple. Plus tu mets des régulations pour les entreprises dans un pays, moins c'est d'entreprises, moins c'est d'investisseurs, et donc moins c'est d'opportunités pour tout le monde. Et donc, vu qu'il y a beaucoup moins d'opportunités par rapport au nombre de gens qui recherchent du travail, tu as les salaires qui baissent.
Ben, c'est ça, et puis comme je t'ai dit, il y a un gros truc avec l'immigration quand même, parce qu'il y a un énorme dumping qui est fait avec l'immigration pour faire des pressions sur les salaires, etc. On le sait, on sait très bien, on sait qu'il y a des méga structures, des méga entreprises qui sont très très contentes d'avoir cette main-d'œuvre, cette immigration. Ouais, parce On qu'en sait fait, qu'il ce qui se voilà, passe, mec, y a plein de c'est gens qui en profitent. ce qui se passe, gros, c'est que mettre des régulations, ça baisse l'offre d'entreprise et l'immigration, ça augmente l'offre de travailleurs. Donc C'est au ça, final, c'est ça. ça vient réduire le Exactement. prix. Non, mais c'est pour ça, par exemple, tu sais, je sais pas comment ça fonctionne exactement, il faudrait se renseigner, mais je sais qu'il y a par exemple une préférence nationale sur les emplois à Monaco, tu sais. Donc Ok. je sais pas comment ça fonctionne, et ça, typiquement, ce sont des lois, entre guillemets, de régulation du travail, hein, qui sont imposées par l'État, mais qui sont, tu vois, ce type de régulation, entre guillemets, vers lesquelles il faut tendre. Et c'est pareil ici, quand, par exemple, ici, tu veux faire travailler un travailleur étranger, tu as un salaire minimum à lui verser. Tu peux pas faire travailler un travailleur étranger pour moins de 60 000 dollars par an. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Trump qui l'a fait voter d'ailleurs. C'était 32 000 dollars par an et c'est Trump qui l'a augmenté à 60 000 dollars par an. Justement pour éviter que des mecs aillent chercher des Indiens, etc., pour finalement les faire bosser pour rien. Et donc, du coup, ça fasse pression sur les emplois américains. Là, maintenant, quand tu vas chercher un étranger pour le faire travailler, c'est vraiment parce que tu as besoin de lui. Parce que quitte à payer un mec 60 000 dollars par an, bah, autant faire travailler un Américain. Tu vois, Ouais, c'est tu vois ce que je ça. veux dire? Donc, ça, Ouais, c'est moi, ça. Bah, tu sais, moi, je suis c'est le le même. genre de régulation sur lesquelles je trouve justement que c'est là-dessus qu'il faut travailler et réfléchir sur ce genre de lois qui sont en fait beaucoup moins structurantes et beaucoup moins chiantes pour les entreprises, qui sont beaucoup moins interventionnistes entre guillemets sur le mode de vie de l'entreprise, mais qui pour moi peuvent donner un réel résultat, contrairement à des lois des subterfuges de ah vous inquiétez pas on augmente le SMIC, vous inquiétez pas on augmente le salaire minimum, qui en fait ne change rien dans le fond, puisque finalement, c'est juste le consommateur qui en pâtit. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends la démarche. C'est ça que je veux dire. Faut pas juste cracher et dire ah les socialistes, nanana. Il y a un vrai problème avec les bas salaires, il y a un vrai problème avec la main-d'œuvre Ouais. étrangère, etc. Il y a un vrai problème, c'est la vérité. Non, tu peux pas dire ouais, Non, non, c'est non, vrai que. mec. En fait, le problème, c'est que c'est les socialistes qui viennent créer ces problèmes et qui Oui, ensuite viennent rajouter c'est des vrai. solutions de merde et qui viennent Non, encore non, plus compliquer je le suis problème. d'accord. Mais Mais tu sais, évidemment, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, d'un point de c'est vue, que même d'un point de vue principe, euh, tu ne peux forcer personne à payer un certain montant à quelqu'un d'autre. Je veux dire, tous les accords se font de personne à personne. Moi, si toi demain tu viens le problème, c'est que c'est tu une me question demandes, de contexte, c'est ce non, que j'expliquais. C'est qu'en fait, tu peux dire ça à partir du moment où les Français ils sont pas obligés d'accepter n'importe quel poste parce qu'ils crèvent de faim. C'est ça le truc. C'est qu'en gros, oui, je suis d'accord que tu peux forcer personne à payer, mais tu peux pas non plus créer un contexte où les Français sont dans un taux de chômage énorme, galèrent à avoir un boulot, sont en concurrence avec des immigrés clandestins et tout, et en même temps leur dire ah bah attends, on peut pas les forcer à vous payer. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, il faut agir sur un. Je comprends qu'il faille agir, et donc c'est ce que je dis. Au lieu d'agir sur les salaires et sur ce genre de réglementation, il faut agir sur le, l'atmosphère, l'environnement qui crée ça, en fait. C'est ça. Il faut agir sur les causes et pas sur les conséquences. Parce qu'en fait, des main-d'œuvre de bas salaire, ce sont des conséquences du problème. C'est pas le problème en soi. Il faut traiter la maladie et pas les symptômes. ok, donc c'est comme continuer à boire pour pas avoir une gueule de bois. Je comprends les gens qui s'inquiètent, si tu préfères ce que je veux dire. Je comprends le. On peut pas juste éluder le sujet. Tu On peut comprends pas les juste dire 70% de Français qui peuvent avoir une réflexion pour l'augmentation du SMIC. bien sûr, tout à Ok. fait. Je comprends ceux qui s'en inquiètent, qui se disent 1400 balles, on peut pas vivre. Donc il faut plus. Là, je suis tout à fait d'accord. 1400 balles, on peut pas vivre. C'est vrai, et on peut pas juste laisser faire comme ça. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est leur parler correctement. Faut pas juste se foutre de leur gueule. Il faut expliquer, bon les gars, je comprends. Effectivement, je sais ce que c'est. Moi-même, j'ai été au SMIC et tout, je sais ce que c'est. Le problème, c'est qu'en fait, là, si on fait ça, on va traiter un symptôme et il y en a un autre qui va apparaître. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est traiter ça à la source. Tu vois, il faut leur expliquer qu'en fait, c'est pas. Tu vois, et une fois que tu expliques, ceux qui sont pas cons, ils comprennent. Tu vois. Ah ouais, ok. Et parce que le problème, sinon, c'est que si tu n'expliques pas, si on dit rien et si on fait juste comme s'il n'y avait pas de problème, qu'est-ce qui se passe? Les Français, ceux qui sont normaux, ils vont voter pour des lois socialistes à la con comme ça. C'est-à-dire que le mec lambda, qui n'a pas de réflexion plus loin sur le problème, etc., il voit le problème, même un mec de droite, il voit le problème, il se dit, putain, les petits postes, ils sont sous-payés, c'est que des immigrés tout qui font ça. Bah vas-y, là, ils proposent une loi pour obliger les patrons à payer plus. Bah vas-y, je vais voter pour ça parce que c'est une bonne chose. Comme ça, ils pourront plus employer des immigrés, ils vont m'employer moi à la place. Ouais, Tu je vois, comprends. je Ouais. comprends que le mec ait ses réflexions. Si tu Alors comprends nous, pas comment le ça message qu'on fonctionne, leur passe, le message qu'on vous passe, les gars, c'est c'est traiter le problème à la source. arrêter de faire fuir les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs
pour que vous ayez plein d'opportunités afin d'avoir des salaires comme en Oui, Suisse, comme en Alberta ou comme au c'est Texas. ça. Voilà, mais en même temps, comme en Suisse, comme en Alberta ou au Texas, surveiller la main-d'œuvre étrangère, surveiller l'immigration, enfin, et ainsi de suite, tu vois? Ouais. C'est ça aussi, c'est ça. Bah, moi, je l'avais déjà dit, hein, du coup, je vais pas m'étaler là-dessus, mais moi, je suis pour une Ouais. immigration zéro et à du sponsoring. Si tu veux Oui, quelqu'un, et c'est vrai que tu en assumes la responsabilité. typiquement, ça résoudrait quand même une grosse partie du problème. Ça aiderait énormément, ce genre de choses. Donc ça, c'est sûr et certain. Écoute, parfait, c'était très intéressant comme discussion et je pense que c'est très, bien de voir ça d'un point de vue pédagogique pour tout le Bah oui. monde. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est parti. Prochaine Mon mauvaise nouvelle. Monnaie de Paris, donc ça, c'est l'institution qui s'occupe de créer la monnaie, de Imprimer les billets. d'imprimer les billets, de faire les pièces et cetera pour la France, a fait une bourde de 1 million d'euros. C'est sans doute l'un des plus beaux gaspillages d'argent public de la fin 2023. Sans attendre le feu vert de la Commission européenne, la Monnaie de Paris a lancé la fabrication de près de 30 millions de pièces de monnaie de 10, 20 et 50 centimes. Compte tenu des délais de production incompréhensibles, la Monnaie de Paris a initié la production des nouvelles pièces pour assurer leur diffusion début 2024 et permettre dès décembre 2023 la commercialisation des versions numismatiques attendues par les collectionneurs, admet l'institution dans un communiqué transmis à l'AFP. Tirage effectué, des exemplaires ont été envoyés à Bruxelles et le retour ne s'est pas fait attendre. Bon pour la poubelle. La Commission européenne a rétoqué ces nouvelles pièces car les étoiles représentant l'Europe y seraient peu lisibles sur la face représentant le continent européen. Cette erreur de design aura un impact financier pour la Monnaie de Paris. La destruction du lot et la frappe d'une autre série occasionneront des frais compris entre 700 000 et 1,2 million d'euros. Selon les infos de la lettre A, premier site à révéler l'info, cette gabégie d'argent public aurait pu être évitée si la Monnaie de Paris avait respecté les 7 jours de délai réglementaire dont dispose la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne pour valider la mise en circulation des nouvelles devises. Donc en gros, même dans leur délire Déjà, ils collectiviste, impriment de c'est de la l'argent merde. en permanence. Déjà, arrêtez d'imprimer de l'argent en permanence. Et en plus, ils le font. On est doublement baisé parce qu'ils impriment de l'argent. Ça crée de l'inflation. Ils se gourrent. Il faut qu'on paye 2 fois en plus. On paye pour qu'ils impriment de l'argent qu'on veut pas qu'ils impriment. C'est incroyable. Comme dirait François Hollande, c'est pas grave, c'est l'État qui paye. Ouais, c'est ça. Ah bon, bah ça va alors. Ça C'est va, j'ai bon, cru que c'est c'était l'État. nous. J'ai cru que Ah, c'est c'était pas nous. ok, bah, c'est bon. L'État, il a un bon travail quand même. Ça doit lui rapporter parce que tout ce qu'il paye, dis donc. Ah, j'avoue, il régale l'État. Ouais, mais c'est Donc, bon. Après, je sais pas. C'est difficile de juger. Tu sais, les erreurs, ça arrive. Je me rends pas compte si c'est une bourde parce que les mecs sont incompétents ou si c'est un truc, une erreur qui peut arriver. On se rend pas compte, tu vois. Mais c'est juste que ça rend fou tous ces millions. C'est en permanence. C'est des millions ouais. de partout. Mais c'est toutes ces sommes, elles sont. Mais c'est pas des petits détails, quoi. C'est partout, partout. C'est des milliards qui sont gaspillés pour tout et n'importe quoi. Et nous, derrière, on est là à compter les centimes. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, quoi. Le jour vraiment où on fait un audit financier, où on prend les comptes de l'État et on dit, allez, voyez là, il y a 125 lignes, il y en a 110 qu'on raye. Tu vois, c'est terminé, on reprend depuis le début. Non, mais vraiment, là, c'est personne, plus personne ne peut arriver et réguler en mode avec des réformes et tout. C'est pas possible. Il faut vraiment brûler le cahier des comptes, quoi. Recommencer depuis le début, la redistribution depuis le début, revenir à un barème zéro. Revenir à un barème zéro. On part de zéro impôt, 0% d'impôt, 0% d'argent public et on recommence depuis le début. Il n'y a personne qui pourra réformer. C'est trop. C'est trop le bordel depuis trop longtemps, en fait. Tu vois. Il y a des fuites d'argent qui partent dans tous les sens. Tu vois. Ah ouais, c'est Puis à mon avis, fou. le jour où on fait ça, à mon avis aussi, le jour où on fait ça, on va découvrir des trucs de fou. Je pense qu'on va découvrir qu'il y a des mecs qui servent à des étages. Il doit y avoir des trucs parce que c'est pas possible. Tu peux pas gérer autant. Enfin, je veux dire, euh, n'importe qui fait de la comptabilité dans une entreprise, il voit comment c'est la merde de faire de la comptabilité sur une entreprise. Dès que tu as beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, beaucoup de dépenses différentes et tout, c'est vraiment très complexe. Là, on parle de milliers de dépenses et de rentrées différentes de trucs dans tous les sens. C'est sûr et certain qu'il y a tellement de trucs qui doivent être mis de côté, pas surveillés et tout, ou des fonctionnaires qui doivent taper dans les entrées, dans les sorties. Mais j'en suis quasiment sûr. Le jour où Mec, on va mettre écoute, le nez là-dedans, ça doit être. en 2022, les dépenses publiques s'élèvent à plus de 1500 milliards d'euros. Comment tu veux Non, contrôler mais ça, mec? Comment tu veux exactement. contrôler 1500 milliards Oh, d'euros? non, mais ouais, c'est dramatique. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. C'est. Nous, on veut que vous gardiez votre fric
Et comme ça, vous le contrôlez vous-même, au lieu de le laisser à des politiciens qui vont le distribuer à droite à gauche à leur guise, c'est le cas de le dire. Et puis voilà quoi, parce que en plus, mec, je sais pas si tu as bien. En fait, j'ai un peu galéré pendant la lecture de la news, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont un délai de 7 jours pendant lequel ils doivent attendre le retour de la Commission européenne qui valide le Oui. design. Eux, ils ont préféré ne pas attendre et lancer la production Et directe. imprimer direct pour pas être à la bourre. Ouais, pour pas être à la bourre. Ouais, mais bon. Après, c'est pareil, tu vois. Pourquoi ça met 7 jours? Il faut 7 jours pour juste regarder et dire. Il y a un mec qui est payé pour ça, quoi. À un moment, les gars, tu vois, c'est ça aussi. Et puis surtout, ils disent 7 jours, mais ça se trouve, ils ont. Tu sais, on les connaît, l'administration. Ils ont c'est 7 jours avec 3 semaines de retard, tu sais. Ça se trouve, les autres. Mais non, mais parce que ça se trouve, les autres, ils savent très bien qu'à chaque fois, quand ils attendent, ça met des plombes et qu'après, ils se font. Tu vois, ils sont en retard sur la production. Tu sais, j'en sais rien, tu vois, mais je veux dire. On connaît tellement ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire, où ils attendent de l'administration, puis l'administration au dernier moment ils font ouais c'est bon, il nous les faut dans 3 jours, ouais mais on peut pas imprimer 30 millions de pièces en 3 jours en fait, tu vois, ça fait un mois qu'on attend la réponse. Un truc du genre où le mec il s'est dit vas-y imprimer direct parce que de toute façon ils disent toujours que c'est bon, tu vois, et puis voilà. Tu sais, j'en sais rien, encore une fois j'en sais rien, c'est difficile C'est de drôle juger. quand c'est quand même cocasse quand l'administration française est victime de ce qu'elle fait subir au quotidien aux Français de la part de Ouais, l'administration européenne. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Vous voyez ce Bienvenue que dans nos c'est? vies. Et c'est drôle. Bienvenue dans nos Je sais vies. pas si tu vois qui c'est là, ces espèces de podcasteurs là, Oussama Hamar et compagnie, qui font plein Oui, de TikTok et compagnie. Ils ça balancent m'a des. marre, l'obèse mythomane Ouais. là. Tu sais ce qu'il a balancé, poto? Il a balancé un truc, je sais pas si tu regardes Radio Xi, on va arrêter de dire ça parce qu'après on va dire Non, non, qu'on a c'est pas non. des grosses chevilles, mais il a Ouais. balancé moi, j'ai réfléchi que si un politicien va rajouter une nouvelle loi, il devrait être obligé d'en supprimer 5. Ah oui, ouais, Pas laisse mal tomber le comme bordel. formule. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Le taux Enfin bon. d'appro Prochaine actualité? Allez, Le taux d'approbation de Joe Biden est le plus bas jamais enregistré pour un président américain au cours des tu 15 m'étonnes, dernières années. tu La cote m'étonnes. d'approbation de Biden n'est plus que de 31%, selon un sondage national réalisé pour ABC pour Langer Research Associates. Le sondage révèle que 58% des personnes interrogées désapprouvent le travail de M. Biden en tant que président. Son taux d'approbation est donc moins bon que celui de l'ancien président Trump, qui était de 36%, selon ABC News. Il s'agit également du taux le plus bas enregistré pour un président américain depuis le milieu des années 2000. D'ailleurs, seulement 18% des personnes interrogées approuvent la manière dont Biden gère l'immigration à la frontière sud. Selon Tu vois. ABC News encore, Il gère rien du tout. cela signifie que Biden est le taux d'approbation le plus bas en matière d'immigration pour tout président américain figurant dans les sondages ABC News depuis janvier 2004. Est-ce que toi, tu le ressens au quotidien, là, Oui. ce problème d'immigration, là? Les gens autour de toi, ils en parlent? Ah oui, oui. Ah bah non, mais oui, clairement. Mais surtout que faut bien comprendre que là, ça a été une transition. C'est-à-dire qu'en fait, sous le mandat Trump, il y a eu un gros changement sur la gestion de la frontière sud. La frontière sud, ça a toujours été le problème. Aux États-Unis, ok, il faut comprendre, il y a deux frontières, hein, Nord, Canada, Sud, Mexique, c'est tout. Hein, tout le reste, c'est de l'océan. Donc Ok, c'est ouais. aussi simple que ça. Ouais. Donc la frontière Nord ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'immigration massive canadienne, d'immigration illégale du Canada, ni rien. Donc ça, c'est pas cette frontière le problème. Le problème, il est à la frontière sud, parce qu'en plus, la frontière sud, elle est gigantesque, d'accord? Donc très très dur à surveiller. On parle pas d'une frontière comme en France, etc., où c'est des petits bouts de frontières avec différents pays. Là, on parle d'une frontière gigantesque qui s'étale sur des milliers et des milliers de kilomètres, dans le désert, dans des zones inhabitées, etc. Donc très compliqué à surveiller. Ouais, chaud. Et en gros, sous le mandat Trump, on est passé sur il y a toujours eu, donc comme je dis, les problèmes commencent à s'aggraver. Et Trump a sécurisé énormément, a fait beaucoup en fait. Donc en fait, il a énormément régulé l'immigration à la frontière sud. Et en fait, ils ont eu la frontière la plus sécurisée depuis je sais plus combien, genre 70 ans, un truc comme ça. Enfin vraiment, ça a été du gros travail. Donc notamment parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de pouvoirs qui peuvent agir à la frontière. Il y a le pouvoir fédéral, donc ça par le gouvernement, d'accord? Donc notamment avec la Border Patrol qui est une force de police spéciale pour les frontières, la police aux frontières, donc la Border Patrol. Et après, tu as les différents États qui peuvent gérer avec notamment la garde nationale, etc. Et là, à l'heure actuelle, au Texas, on est tout seul. C'est-à-dire que c'est la garde nationale Texas qui fait le boulot parce que la Border Patrol de Joe Biden ne fait rien. Elle est aux ordres de Biden. Et en gros, il y a un laisser-faire terrible
YouTube, il y a vraiment mais il y a énormément de scandales qui sont sortis. On a vu beaucoup de choses, voilà, des mecs de Border Patrol qui laissent passer des clandestins et tout parce qu'ils ont des ordres. Hein. C'est comme partout, hein, la police, voilà. Donc et donc aujourd'hui, nous au Texas, en tout cas, c'est la garde nationale texane qui est déployée à la frontière et qui fait le travail et qui fait un gros boulot. Il y a le mur qui est construit, qui est la construction du mur qui continue sur la frontière texane avec l'argent des Texans, du coup, c'est les Texans qui financent cette frontière, du coup, et donc ce n'est plus l'État fédéral, c'est-à-dire c'est plus l'ensemble des Américains qui financent, mais c'est plus que les Texans qui financent eux-mêmes leur frontière, entre guillemets, mais qui profitent. Alors que c'est assez utile pour l'ensemble des États-Unis. Qui profitent à l'ensemble des États-Unis, mais même la garde nationale, hein, c'est la garde nationale texane qui fait le travail pour l'ensemble des États-Unis. À l'heure actuelle, ceux qui arrêtent le plus de trafiquants, qui font le plus de travail, qui envoient le plus de gens à ICE, qui est donc l'officine gouvernementale, ça fait partie de Homeland Security, qui s'occupe justement des grands trafiquants et tout, donc qui travaille le plus avec ICE, etc. Ce n'est plus la Border Patrol et c'est bien la garde nationale texane. Alors après, il faut savoir qu'il y a aussi une partie de la frontière qui est sur d'autres États, et notamment en Californie tout, donc là, c'est encore géré différemment. Mais en tout cas, oui, au Texas, on fait ce qu'on peut, et en fait, il y a des appels à l'aide qui sont faits, c'est un des sujets principaux du débat politique, des appels à l'aide qui sont faits de la part de Greg Abbott, du gouverneur texan, au gouvernement fédéral, en disant qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ne peuvent pas gérer tout seuls, et qu'il n'y a pas de raison surtout qu'ils gèrent tout seuls. Et en fait, Joe Biden ne répond pas, c'est juste des appels sans... Même depuis qu'on envoie les bus, parce que c'est que maintenant on envoie des bus de clandestins dans les villes sanctuaires, à Chicago, à New York, à la Maison-Blanche, à Washington, etc. Même depuis ça, alors tu as plein de maires qui se plaignent, le maire de Chicago, la mairesse de Chicago, le maire de New York et tout, ils n'en peuvent plus, mais Joe Biden n'en parle même pas, il fait comme si rien n'était. C'est incroyable, il n'y a pas de réaction. Donc c'est vraiment... une technique de fouine, un peu comme le maire de Montjoie avec la ferme des cochons. Non, mais donc évidemment que c'est un sujet parce que là, à part les énormes gauchistes vraiment très très abusés, l'américain moyen, il se soucie quand même, même ceux qui sont pro-immigrationnistes, ils se soucient quand même des cartels. Parce qu'en fait, personne ne peut nier le problème des gangs aux États-Unis, c'est-à-dire que il n'y a pas de phénomène racaille aux États-Unis comme en France. Nous, le problème principal de la sécurité dans la rue, c'est les gangs, les villes qui sont dangereuses, les endroits qui sont dangereux, c'est parce qu'ils sont contaminés entre guillemets par les gangs, la drogue notamment qui circule vient des gangs, etc. Et aujourd'hui, qui fournit les gangs en armes, en drogue, etc. Les cartels. C'est même plus, on n'est même plus dans la petite criminalité. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans la majorité, on est quasiment dans comment on dit, quand on a tout le marché pour soi-même. Un monopole. Un monopole, on est quasiment dans un monopole de la drogue et des armes aux États-Unis par les cartels mexicains. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de sources extérieures. Et même pour des médicaments, c'est-à-dire pour les gens qui sont... Parce que moi, j'ai la chance d'avoir des amis dans la police anti-gang et dans les narcotiques. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une grande discussion comme ça avec des potes des narcotiques. J'étais à une baby shower, tu sais... d'un pote à moi justement qui est dans l'anti-gang et il y avait un autre pote à moi qui est dans les narcotiques et du coup on a beaucoup parlé de ça, des drogues, etc. Tu sais, je me renseigne justement pour Radio Dixie pour quand il y a besoin d'en parler parce que j'ai aucune idée moi de ce qu'ils prennent là, les gens dans la rue, la drogue et tout, tu sais, comme moi je touche pas à ça, je sais ce qui se passe en France, tu sais, mais c'est très différent ici. Donc j'ai eu une grosse discussion avec et tout, et il m'expliquait qu'aujourd'hui, même par exemple le fentanyl, donc il y a tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est les médicaments, les antidépresseurs, des médicaments qui sont vendus légalement, entre guillemets, enfin, qui existent dans une version légale, mais qui sont également vendus au marché noir pour des gens accros, tu vois. Et bien aujourd'hui, ce sont ils sont fabriqués en Chine, donc par des laboratoires chinois, vendus au Mexique, d'accord, à des entreprises détenues par les cartels, mais tout ça, c'est officiel, c'est-à-dire les laboratoires chinois fabriquent officiellement des médicaments vendus sous ordonnance aux États-Unis, d'accord. Ils les vendent au Mexique à des sociétés légales, entre guillemets, mais dont on sait qu'elles appartiennent aux cartels. Et les cartels mexicains, eux, par contre, les font traverser et les vendent illégalement aux États-Unis dans la rue. Et donc, tu te retrouves avec des boîtes de médicaments qui sont fabriquées en Chine par des laboratoires chinois qui savent très bien d'où ça va. Et d'ailleurs, qu'ils le font même de manière consciente. C'est-à-dire, on sait très bien la manière de fonctionner de la Chine. C'est aussi leur manière de combattre, entre guillemets, l'impérialisme américain et la puissance américaine. C'est-à-dire qu'ils savent, d'une, ils prennent un marché, bon, ils se font du fric, et de deux, ils savent très bien qu'ils empoisonnent les rues des États-Unis et qu'ils affaiblissent les États-Unis en faisant ça. Donc ça, c'est quand même des choses qui vont
interroger l'Américain moyen. Même celui qui est pro-immigration, il peut pas être pro-fentanyl, tu vois, crack, gang, non, tu vois, enfin, je veux dire. Donc même l'Américain moyen se dit, bon, j'aimerais au moins entendre de Joe Biden quelle est la solution de mon président ou de mon camp démocrate, qu'est-ce qu'on doit faire, comment. Et en fait, il y a un silence total. C'est-à-dire que ce sujet dont je viens de te parler, des laboratoires chinois, etc., il n'est jamais abordé dans le camp démocrate. Jamais, jamais, jamais. On fait comme si ça n'existait pas. Et bref, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, aux États-Unis, la drogue, et donc je crois que même c'est une drogue en particulier, je crois que c'est le fentanyl en particulier, je ne sais plus, c'est la première cause de décès des 25-45 ans. Quoi? C'est la première cause de décès aux États-Unis des 25-45 ans, c'est la drogue. Il y a un énorme problème avec la drogue aux États-Unis, évidemment. Je veux dire, il suffit d'aller. Moi, j'ai pas loin à faire, même dans un État comme le Texas, qui est un des États les plus safe, etc. Il suffit que j'aille sur Lancaster Avenue, etc., qui est vraiment le quartier pourri de Fort Worth, et tu vois des craquettes, tu vois des gens, enfin, je sais pas s'ils sont au crack ou à la meth ou au fentanyl, etc. Mais tu les vois, ces gens, tu vois. Et ça, tout ça, c'est distribué par les gangs. Et tout ça, c'est approvisionné par les cartels. Donc, en fait, une simple fermeture et un simple contrôle de la frontière, tu vois ce que je veux dire, déjà, ça atténuerait énormément la criminalité. Et pour ça, il faudrait que tous les États frontaliers fassent la même chose. En fait, pour ça, il faudrait que l'État fédéral fasse quelque chose, parce que c'est à l'État fédéral, là, de défendre les frontières. Pour une fois qu'on dit, justement, on est tout le temps en train de dire l'État doit faire moins. Là, s'il y a bien un sujet où l'État doit faire plus, normalement, c'est le contrôle et la sécurité des frontières, tu vois. Je veux dire, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Là, on est à 100% dans le régalien, mec. Que nous casser les couilles avec les lois sur les dordages, là, c'est pour le coup. Donc voilà. Donc ça, oui, la crise à la frontière, pour te répondre, oui, c'est vraiment un des sujets principaux et on attend très certainement les débats qui vont se faire au moment de la présidentielle parce que là, il y a les chiffres qui parlent, qui sont en faveur de Trump. C'est-à-dire qu'on a vu un énorme avant-après. Sans parler de tout le reste des prix de l'essence, de l'inflation, etc., où on va pouvoir aussi comparer les chiffres entre le mandat Trump et le mandat Biden. Là, pour le coup de sécurité, voilà, on passe de la frontière la plus sécurisée à la frontière quasiment la moins sécurisée. Justement, je vais te montrer une data par rapport à ça, et c'est Elon Musk en parlait, donc c'est rigolo. Il a partagé un graphique, Elon Musk, dans lequel il nous dit, je vais vous traduire le post en live, presque personne ne semble être conscient de l'ampleur immense de la croissance fulgurante de ce problème, en parlant d'immigration. Selon les maires, cela submerge déjà les services essentiels à New York, Chicago et dans d'autres villes. Et donc là, il a repartagé ce tweet qui disait, c'est le plus intéressant, depuis août, il y a officiellement plus d'arrivées chaque mois que d'enfants nés de mères américaines. Et ce ne sont que les rencontres officielles, dont nous ne savons pas combien ont évité la détection. Vous voyez, le graphique, il parle de lui-même. Hein. Quand tu vois donc la ligne rouge, c'est les naissances de clandestins par rapport aux naissances américaines. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est l'arrivée de clandestins par rapport aux naissances américaines. L'arrivée de clandestins. Regardez la différence. Je veux dire, on le voit, le changement au moment du changement de mandat, il est énorme. Donc là, en fait, c'est pas discutable. Même d'un point de vue de la gauche, etc., c'est pas discutable. Il faut forcément que le sujet soit mis sur la table. Et donc oui, c'est un vrai problème, c'est sûr, et les gens en sont conscients. Et donc il faut faire quelque chose parce que, comme je l'ai dit, le problème, c'est que autant en France, en fait, les problèmes sont très différents. En France, l'immigration illégale, elle amène la criminalité avec elle parce qu'elle pratique la criminalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec... Tandis qu'ici, c'est très différent, c'est-à-dire que ce sont les réseaux, entre guillemets, utilisés par l'immigration illégale qui sont utilisés par les cartels, etc. Tu vois. Donc c'est très différent, c'est-à-dire que c'est le crime organisé qui utilise les faiblesses frontalières et la passoire pour eux-mêmes créer l'immigration. C'est pas spécialement les immigrants clandestins qui créent eux-mêmes, vous voyez, la délinquance, tu vois, c'est pas directement lié, c'est pas aussi directement lié qu'en France. C'est ça. En fait, José et Maria qui viennent au Texas pour venir travailler et puis apporter de la main-d'œuvre au Texas, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'avec cette immigration illégale, il y a tous les cartels qui en profitent pour passer toute cette drogue aussi. Oui, après, bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus la joie d'avoir autant d'immigrés clandestins, etc. Et surtout que le truc qu'on pense aussi, c'est vrai qu'il y a une espèce de petit... oui, la majorité de l'immigration est hispanique, mais il y a une énorme immigration africaine qui passe par la frontière sud aussi. Il faut bien comprendre que là, quand vous voyez, par exemple, ce que la garde nationale arrête, vous voyez les vidéos et tout, c'est énormément d'Africains.
C'est Ouais. énormément d'Africains qui viennent ici. Hein. C'est incroyable, C'est ça, pas quand que même. des Hein. Mexicains. Bah oui, mais parce qu'ils passent par là. Tu sais que c'est la faiblesse. Voilà. Là, il y a eu à Eagle Pass Mountain, je me rappelle. Il y a eu une arrestation il n'y a pas longtemps de je sais plus combien de centaines de mecs d'un coup et tout. C'est que des Africains. Donc, qui sont, encore une fois, ils payent des passeurs, qui travaillent pour les cartels, etc. Enfin, c'est tout un réseau, quoi. Donc, non, on va voir la suite, mais oui, ça nous inquiète. Moi, ça m'inquiète, ça inquiète tout le monde, hein, c'est évident. La En fait, le Texas, Californie, c'est l'État qui a la plus grosse portion de frontières, mais après, il y a l'Indiana, la Californie. Enfin, il y a tout un tas d'États qui ont une part de frontière. parce Donc, qu'en fait, c'est voilà. complètement débile, parce que le Texas a beau contrôler du mieux qu'il peut sa frontière. À côté, la Californie, ou je sais pas, l'Arizona, je sais pas s'ils ont une Je sais frontière avec le pas, Mexique. je suis pas assez expert, assez renseigné sur le sujet pour savoir exactement ce qui est fait dans chaque État de l'autre côté, mais oui, ça m'étonnerait que la Californie déploie autant de moyens que le Texas, ça c'est évident. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a l'Arizona. En fait, il y a la Californie, Oui, oui. l'Arizona et le Nouveau-Mexique, et après le Le Texas. Nouveau-Mexique, juste après, juste à côté, Voilà. ouais. Ouais. Et puis là, en fait, s'ils déploient moins de moyens, ben, l'immigration va passer par là, et ensuite pourra arriver au Texas, s'ils souhaitent aller au Texas au final, que ce soit pour la drogue ou pour aller travailler. Je te propose de rester sur le sujet des États-Unis, avec un Oui, truc beaucoup plus positif. C'est Donald Trump qui remporte oui, une victoire, directement lié. Hein. qui est directement liée. Ouais. Donald Trump remporte une victoire historique dans la primaire républicaine de l'Iowa. Le vote de l'Iowa dans la course à l'investiture républicaine de 2024 a accordé lundi soir une victoire éclatante à l'ex-président Donald Trump, qui a récolté plus de 50% des suffrages exprimés lors des caucus de cet État du Midwest. Les caucus, c'est les républicaines, c'est les primaires républicaines. Comme le précise son fils Donald Jr., son père a remporté les primaires en Iowa avec la plus grande marge de l'histoire, multipliée par 3 environ. Bah, tous les comtés sauf un. Tous les comtés d'Iowa ont voté pour Trump sauf un. 50%, c'est énorme parce que là, on parle d'une primaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas deux, ils sont 6 ou 7. Donc, c'est énorme. Après, je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, il n'y a pas de surprise pour moi. Je suis convaincu que Trump sera le candidat des. Je veux dire, le challenge, c'est pas de gagner les primaires républicaines. Pour moi, ça, c'est sûr et certain, c'est gagné. Le challenge maintenant, c'est de gagner la présidentielle et de pas se faire voler l'élection. C'est ça qui va être, c'est ça le vrai challenge. Parce que gagner la primaire républicaine, honnêtement, j'ai pas de doute. Je l'avais annoncé au tout début de la primaire. Vous pouvez re-regarder les épisodes. On était au lancement de la primaire républicaine quand j'ai annoncé que Trump allait avoir énormément d'avance et que pour moi, en sondant vraiment le cœur des conservateurs, des républicains, je me rendais compte qu'il y avait une vraie ferveur pour Trump spécialement. Voilà, ça change pas. Je pense même qu'il va gagner en Floride. C'est ce que je disais à August. Je pense qu'il gagnera en Floride, malgré le fait que ce soit le siège DeSantis. de DeSantis, parce que j'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui disent que DeSantis, c'est le meilleur gouverneur qu'ils aient jamais eu en Floride, mais que pour un président, il voudrait Donald Trump. Donc ça ne voilà, je le vois, il est très très soutenu en Floride aussi, alors que c'est vraiment le foyer. Son plus gros concurrent entre guillemets, c'est DeSantis. Alors il est déjà à 20% en dessous de lui, crédité en dessous de lui, et même dans le siège de DeSantis, je pense que Trump gagnera. C'est pour ça que j'ai vraiment pas de non, T'as pas de doute sur le fait qu'il de va être doute le là-dessus. candidat des Pour moi, Républicains? le challenge, il n'est pas là. Tu vois, c'est bien, on peut célébrer la victoire et dire que c'est bien, c'est historique. Ça veut dire qu'il y a un gros engouement. Ça peut vouloir dire quelque chose. Ça peut vouloir dire peut-être qu'aussi qu'il y a plus de républicains qui vont voter à la présidentielle, peut-être. Je veux dire, faut voir. C'est possible aussi, tu vois. Ouais. Ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire que Trump a amené des gens aussi au parti républicain, à voter républicain. On ne sait pas tout ça. Mais encore une fois, je ne veux pas non plus sonner la cloche de la victoire trop tôt parce que le vrai challenge, il arrive après, quoi. C'est vrai. Rare, je voulais te partager ça, mec, par rapport au nombre de candidats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en aurait même Tu vois, je d'autres. disais 20%, il est même 30% dessus. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, Ron DeSantis deuxième quand même. T'as déjà Toujours, entendu toujours. parler T'as déjà entendu parler de Vivek Ramaswamy? Oui, oui, non, mais je les connais tous. Il est drôle, ce mec. C'est drôle parce qu'il a l'air d'être très apprécié par les républicains. Il Il est, a, il est. il y en a toujours un ou deux qui sont d'origine Après, il y indienne. en a plein qui, de toute façon, de manière générale, ils est presque tous appréciés, entre guillemets. Mais Ouais. après, c'est pas parce que tu l'aimes bien. Comme DeSantis, les gens l'adorent. Même DeSantis, les gens adorent DeSantis. Ici, au Texas, les gens adorent DeSantis, tu vois. Ça c'est pas. C'est pas pour ça, mais c'est pas pour ça que il ferait un meilleur candidat que Trump, tu vois. Il faut être aussi comment
Enfin voilà, à un moment, il faut choisir, et donc on choisit aussi avec les armes qu'on a pour se battre, tu vois. Oui, tout à fait. Et puis tu peux penser que quelqu'un est un très bon gouverneur et quelqu'un d'autre ferait un très bon Bien sûr, président. Tu vois, ça bien se sûr. différencie. Je présente Vivek, d'origine indienne, et puis il fait pas mal de buzz aux États-Unis. Ouais, ouais. C'est rigolo. Mais écoute, mec, c'était ça. Pierrot, si tu veux nous mettre les questions pour les abonnés, on peut en prendre Yes. quelques-unes. Allez. Euh, et puis, euh, et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette élection, putain, même si, comme tu dis, j'ai peur que l'élection se fasse voler encore une fois. Bon, C'est quand même incroyable, hein, parce que il tu faut vois, prévoir, c'est la, ça la aussi. Il Fran- faut la pas France, laisser c'est faire. vraiment un truc où on est meilleur que les États-Unis là-dessus. C'est qu'en France, il n'y a pas de vote en avance, tous les votes se font papier. Il y a pas de, tu sais, il y a beaucoup moins de risques de fraude qu'aux États-Unis, où tu peux voter un mois à l'avance, tu peux, Ouais, oui, oui, bien sûr. tu Ouais, peux ouais. voter par courriel. Oui, oui, mais après, il y a beaucoup plus de gens à faire voter, il y a beaucoup plus de territoires, c'est ça aussi le Ouais, souci, c'est tu vois. vrai. C'est Et après, aux c'est plus États-Unis, il y a facile aussi un autre d'administrer truc, c'est qu'en que tu n'es France. pas obligé d'avoir de carte d'identité pour voter. C'est quoi ce Mais bordel? ça, c'est nouveau, ça, justement. C'est nouveau, entre guillemets. Donc ça, c'est ça aussi, tu vois, ça a été... Enfin, il y a eu plein de trucs de loi qui ont été mises la dernière fois et tout. Bref, c'est pour ça aussi, il faut voir. Là, la dernière fois, je pense que les Républicains, ils ont été pris de court. Personne ne s'attendait à un truc pareil. Donc là, c'est ça aussi dans la stratégie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en amont pour que on s'assure d'un vote contrôlé, etc. Tu vois. Donc pour ça, il faut faire jouer les gens qu'on a à la Cour suprême, au Congrès, etc. pour faire du poids. Donc je sais pas, je suis pas dans les petits papiers de Donald Trump, j'aimerais bien, mais je suis pas dans les petits papiers de Donald Trump, donc je peux pas encore te dire Ouais, ouais, c'est vrai. ce Parce qui est qu'en vrai, prévu. au final, toute élection, comment dirais-je, tu peux jamais être sûr à 100% qu'elle a pas été volée, quoi. Il y a tellement de votes, tellement de trucs. C'est Oui, oui, oui. compliqué en tant qu'individu d'être à 100% convaincu qu'une élection est légitime. C'est pour ça que je vous propose une monarchie minarchiste, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Donc, il y a Baptiste Boulanger Texas qui, je pense, est en train de troller, qui demande est-ce que le Texas peut gérer les frontières inter-États? Non, comme l'avait déjà expliqué Baptiste. Peut-être que tu es Ah trompé non, avec c'est ça. interdit, Peut-être que c'est tu l'avais pas interdit. écouté. Nain costaud, c'est quoi la hype des gourdes Stanley de merde? Je sais pas si tu connais, moi je connais pas. Alors j'ai vu passer ça, alors je vais vous expliquer. J'ai vu passer ça en France, hein. Ici, j'en ai pas entendu parler. Donc Ok. déjà, je suis toujours très sceptique quand les mecs t'expliquent ah, aux États-Unis, c'était la méga hype et tout. Et moi, je suis aux États-Unis et je vois rien de tout ça. D'accord? Et je le vois que dans des médias français. Donc à mon avis, c'est beaucoup moins la hype que ce que vous pensez, ce que vous pensez. Parce que j'ai vu, ça a été, je crois que c'est Quotidien qui a diffusé ça. J'ai vu ça aussi, mais vraiment, cette marque-là, je ne la vois même pas dans les magasins. Ils ont quelque chose en Pas à vous particulier dire. ou c'est quoi le délire? Non, mais après, le truc, c'est que aussi, les gens ont du mal à comprendre, c'est que ici aux États-Unis, les gourdes comme ça, c'est-à-dire pas vraiment des gourdes, c'est-à-dire les cups, les gros gobelets en dur, etc. C'est tout le monde en a, tout le monde en a tout le temps, c'est très courant. C'est pas du tout chez nous, c'est pas commun. Alors que ici, vraiment, n'importe quel là, si je vais sur le parking, j'ouvre 10 voitures, il y a au moins 8 voitures où les mecs ont une cup comme ça à l'intérieur et tout. Tout Ok, le donc monde en a. en fait, en France, c'est un nouveau marché, alors qu'aux États-Unis, le Non, marché non, est c'est pas ça, parce que là, il parle des États-Unis. C'était soi-disant la hype aux États-Unis pour Ah non, Noël. oui, c'est ça, mais toi tu dis que c'est la hype en France, mais pas spécialement aux États-Unis, quoi. Non, 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 en France, ça y est pas. Ça y est pas en France. C'était la hype dont il parle, c'était soi-disant une hype qu'il y avait eu aux États-Unis Ah ok, c'est les médias cette année. français qui disent que c'est Les la hype aux médias États-Unis. français qui Ok, disent qu'aux ok, ok. États-Unis, il y a la hype avec cette marque-là en particulier. Alors que moi, j'ai pas vu spécialement cette marque-là. Donc, peut-être chez les très jeunes, à mon avis, je pense qu'ils ont dû faire cette marque en particulier a dû faire une publicité. Et donc, les jeunes sur TikTok et tout, ils voulaient cette marque-là en Ok. particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, vous allez dans n'importe quel magasin, voilà, les gens, ils ont des cups avec, tu vois, si vous allez par exemple à un concert, à un rodéo, à un machin, ils vont vous vendre les gourdes, les cups comme ça avec le logo du groupe ou avec les machins. Donc des gens, ils en ont plein parce qu'ils aiment bien en avoir une. Mais moi j'en ai, tu vois, j'en ai Bien plusieurs et sûr. tout. Vous m'avez déjà C'est dû vous exactement voir ce que tu dis, dedans. mec. Je suis en train de lire dans 20 C'est très minutes là. pratique. Dans 20 minutes, ce succès est principalement dû aux réseaux sociaux, notamment grâce à la vidéo d'une utilisatrice qui montre dans une vidéo TikTok que seule sa gourde a survécu à l'incendie dans sa voiture. En gros, Ah, c'est cette marque-là. Ah, en c'est gros, pour ça a fait le ça. buzz sur les réseaux Alors, sociaux. Ouais. ce qui s'est passé, ouais, ce qui s'est passé, dans ce cas, je sais ce qui s'est passé. Ouais. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est que faut savoir que ces gourdes-là, il y en a qui existent qui sont en thermos. Et donc, je pense que cette marque-là, notamment, c'était une en thermos, tu vois. Et en fait, la meuf, je l'ai vu ça passer. Elle a sa voiture qui a brûlé et sa boisson. Genre, la voiture, elle a toute cramé et la gourde, elle est encore là et les glaçons, ils ont même pas fondu dedans. Ah ouais. Et donc, elle a fait une story et donc la marque a récupéré ça en disant, vous voyez, alors, tous les autres, c'est des merdes par rapport à nous. Nous, sa voiture, elle peut cramer les glaçons. Et donc, du coup, ça a fait le buzz. Donc voilà. Mais après, J'espère qu'ils lui ont passé encore une un petit fois, billet à. chaque fois que vous entendez un truc dans les médias français à propos des États-Unis, vous pouvez diviser par 100 la réalité. Parce que honnêtement,
il n'y a pas une hype comme des malades, je sais pas quoi, puisque la preuve, c'est que moi, je les vois même pas en magasin, les trucs. Alors que dans les magasins outdoor, là où c'est vendu, j'y passe ma vie. J'y suis tout le temps pour acheter des trucs pour la pêche, pour la chasse, pour machin. Donc, j'y suis tout le temps. Donc, s'il y avait vraiment des trucs, s'il y avait un truc hype à fond, croyez-moi, je le verrais. Et des gosses, j'en ai, enfin, je veux dire, pour Noël, j'ai eu des gosses à offrir des cadeaux, machin, j'en ai autour de moi et tout. Après, c'est peut-être. J'ai pas entendu parler de ça vraiment. Donc, Ok. Après, c'est peut-être la hype dans certains endroits un peu bobo, un peu gauchistes, genre comme les vestes voilà, Patagonia peut-être, ou des trucs comme ça, peut-être. tu sais. Mais Euh, bon. Mais encore il y une a fois, ce que je veux dire, c'est que pour les Français, ça peut paraître bizarre parce que les gens, ils ont l'impression que c'était un objet qui est. Vu comment c'était présenté par les médias français, c'était genre. T'avais l'impression que Stanley, ils avaient lancé l'objet, entre guillemets, et que cet objet-là était hype. Alors que non, c'est de base hype, c'est-à-dire tout le monde en a de base, et là, c'est cette marque en particulier qui a fait le buzz. C'est ça que je veux dire. C'est pas genre les gens, ils n'avaient pas de gourde et d'un seul coup, ils veulent une Saleh. C'est tout le monde en a en permanence, et là, il y a une marque qui se démarque un peu plus que les autres. Ok, je vois, ouais. Il y a Bon. Kerset qui demande au niveau de l'immigration au Canada, le Guise, surtout au Québec, il y a beaucoup d'immigration merdique en ce moment. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, là, il y a un parti d'extrême droite qui est au pouvoir. Ils avaient promis de réduire l'immigration, mais en fait, ils n'ont rien fait du tout. Il y a toujours autant d'immigration. Et ce qui se passe, c'est que la différence avec la France, c'est que c'est des gens qui viennent bosser, quoi, parce qu'il n'y a pas d'aide sociale. Donc, Mamadou ou Rachid, quand ils viennent au Canada, ben, soit ils bossent, soit ils crèvent la bouche ouverte. Et donc, ils s'intègrent via le travail. Cependant, il y a un vrai risque de perte d'identité québécoise, de perte d'identité nationale, parce qu'évidemment, ça vient avec notre culture, une autre religion, etc. Donc, c'est ça un peu l'information à haut niveau que je peux vous donner. Stéphane SB qui demande Baptiste, un live est-il prévu prochainement sur les cigares? Alors, prochain live vendredi prochain, moi les lives c'est le lundi et le vendredi à 21h. Les lives du vendredi c'est sur le sport, donc powerlifting, etc. Et les lives du lundi c'est multi-sujets, chasse, pêche, machin. Et justement, j'en ai parlé là dans le live de lundi de parler de cigares. Je peux pas fumer parce que c'est sur Twitch, Ah mais ouais. non, enfin tu peux, mais du coup t'es pas mis en avant par Twitch. C'est pour ça que je suis même plus dans Radio Dixie. Donc, à voir comment. S'il y a des sujets sur lesquels vous parlez des cigares, etc., à me les amener. Et je pense que j'en ferai, oui, des sujets, mais il faut que je réfléchisse à des angles. Parce que sans fumer, sans rien, qu'est-ce que je peux vous montrer, etc. Sachant que vous ne pouvez pas commander non plus les cigares sur Internet en France, il faut quand même que ce soit intéressant, quoi. Donc, mais pourquoi pas faire des revues de cigares et tout, que j'ai fumé et tout. Ça, c'est quelque chose qui se fera sûrement dans les lives du lundi, ouais. Bah, super. C'est bon, ça. Il y a Spectroman qui pose une question à laquelle tu as déjà répondu, mais on peut finir là-dessus. Comme ça, après, ça permettra de remercier les abonnés Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à Twitch, évidemment, pour nous soutenir. Baptiste, on entend souvent que la viande aux US est de la merde, bourrée d'hormones, comparée à celle de la France. Mythe ou réalité? Je te laisse répéter. Mythe total, et j'ai fait une vidéo qui est sur YouTube pour le coup, dans un ranch. C'est une journée dans un ranch au Texas, justement, ils font de la viande et tout, et on répond à toutes ces questions. Donc je t'invite à aller la voir. Super. Et puis une question intéressante par rapport à ton activité sur Twitch. Est-ce que les lives, il faut être abonné pour les voir à Twitch? Non, il faut être abonné à Patreon. Il n'y a pas de rediff, ça sert à rien de vous abonner à mon Twitch. Vous pouvez être un follower de Twitch parce que ça vous permet de voir quand est-ce que je suis en live et tout. Et je vous encourage à aller vous abonner à ma chaîne Baptiste MTX. Mais il n'y a pas de sub pour le moment. Les subs ne sont pas encore activés sur ma chaîne. Et même quand ils seront activés, ça ne vous donnera pas accès aux rediffs. Les rediffs sont exclusivement sur Patreon. Mais encore une fois, un sub, combien ça coûte un sub Twitch? 4 balles, je crois. Ouais, un truc comme ça. C'est Ça, moins de 4 ça balles. vous Ouais. coûte 4 balles, un truc comme ça. Et en fait, sur 4 balles, on touche 1 balle, nous, sur Twitch. Donc c'est pour Ouais. ça que c'est pour ça que je mets pas les rediffs sur truc. Si vous voulez payer pour voir les rediffs, allez vous abonner à Patreon, ça coûte 5 balles. Et sur les 5 balles, le gens touche 4, je crois. Ou Ouais, c'est ça. 3 et En fait, quelques. sur Patreon, on 3. récupère beaucoup plus que sur Twitch qui prend On récupère, 50%. on va dire qu'on récupère 75%, on va dire, sur Patreon. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est mieux que sur Twitch où on récupère 25%, quoi. C'est un peu le pourcentage inverse. C'est ça qu'on oublie Donc souvent toutes de les le rediffs dire. sont sur Patreon. On oublie souvent de le dire en fin de live, mais là, en fin de live, si vous avez 2 minutes et que vous voulez nous soutenir, vous avez donc nos Patreons. Je vous les remets en description, comme d'habitude, sur la vidéo YouTube. Il y a un abonné à Twitch qui a posé une question de quoi. Moi, j'ai pas la réponse, mais je vais quand même la lire et puis on terminera là-dessus. Alors, Baptiste, mon père, ce gros gauchiste, c'est Balusex qui dit ça, me souvient qu'aux États-Unis, les gens peuvent se faire virer de leur assurance quand ils ont une maladie grave et qu'ils font prendre trop de risques à l'assureur. J'imagine que ça dépend des contrats, tout simplement. Je sais pas exactement comment ça. Ouais. Non, enfin, déjà, non. Tu peux pas te faire virer, genre, t'es assuré et dès que t'es maladie de vire. Ben non, parce que dans ce cas, ça servirait à rien de Une prendre une assurance. assurance. Attends, je passe un message là, juste 2 secondes, dans le chat, avec ma chaîne Twitch, comme ça, vous pouvez. Normalement, dites-moi si c'est bon. Hop.
Ah non, c'est le chat réservé aux abonnés, je suis con, je suis pas abonné. Je peux pas. Bon. Tu peux le faire. Ah, vas-y. Mais bref, donc sinon, non, évidemment que non, ton père, il raconte n'importe quoi. Non, mais évidemment que non. Après, il y a si tu as une maladie grave, oui, ça va être compliqué. Par contre, si tu n'es pas assuré de trouver une assurance, il n'y a aucune assurance qui va t'assurer si tu as déjà une maladie grave. C'est comme pour les bagnoles, entre guillemets. C'est comme pour les bagnoles. Si tu as déjà eu 30 milliards d'accidents de bagnole en France, je parle, hein, et que tu veux trouver une assurance, c'est compliqué, tu vois. Donc, d'arriver avec une assurance et de dire j'ai ma voiture là, elle est déjà encastrée dans le mur, vous pouvez m'assurer comme ça, vous payer, tu vois. Ils vont te dire non. Bah là, le truc, c'est le souci. Si t'as pas prévu avant et que t'arrives et que t'es là en mode bah, j'ai un cancer, il y en a pour 50 000 euros de chimio, vous voulez bien m'assurer, bah. C'est tout le principe de l'assurance. Il faut s'y prendre à l'avance avant que ça arrive. C'est ça, Le truc, c'est que ça. dans ces cas exceptionnels, il peut y avoir la solidarité, tout simplement. Il y a souvent des cagnottes ou des choses comme ça qui permettent Oui, non, mais après, bon, les gens dans ces situations-là. Non, et puis après, il y a encore des soins. De toute façon, il y a toujours des endroits avec des soins gratuits, entre guillemets, il y en a plein. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que non, les gens, ils ne sont pas virés de leur assurance quand ils sont malades, parce que sinon, bah, les gens ne prendraient juste pas d'assurance, tu vois. Après, tu peux avoir une assurance qui couvre pas. Tu peux avoir une assurance pas chère qui couvre pas les graves maladies, par contre. Ça, c'est possible. Ça peut être dans ton contrat, tu vois. Dans ton contrat, il t'explique voilà, que il y a tout qui existe. Vraiment, il y a vraiment tout qui existe. J'en avais parlé dans le. Il y a plus de 65%. On a fait un live entièrement dédié là-dessus. Voilà, c'est ça. Vous pouvez aller le voir. Il y a plus de 65% des Américains qui sont en capacité de payer une assurance de manière aisée, qui décident de ne pas prendre d'assurance. Ouais. Parce que c'est leur choix simplement. Et c'est ça la beauté de la liberté. Tu veux pas prendre d'assurance du tout, t'en prends pas. Tu veux en prendre une avec certaines spécifications très limitées, tu la prends. T'en veux prendre une complète, tu la prends aussi. Mais gardez toujours en tête que même la complète, qui est censée être l'équivalent de la sécurité sociale, ça vous revient moins cher que les cotisations que vous prend l'État, et le service est infiniment meilleur. Il n'y a personne qui meurt dans un hôpital parce qu'il y a trop de délais d'attente, contrairement au Canada ou en France, où la santé est publique. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus? Bah écoute, ouais. Merci beaucoup à tous. Merci Baptiste. Rediffusion dimanche 17h sur YouTube. Allez sur le Patreon de Baptiste, Baptiste NTX. C'est le même pseudo sur Twitch pour le Twitch de Baptiste. Allez tous vous abonner. Prochain live vendredi 21h. Prochain live vendredi 21h, tous les lundis et tous les vendredis environ. Ouais. Tous les lundis, tous les vendredis, sauf quand j'ai des clients. Ouais. Et on vous rassure, on continue Radio Dixie. Donc là, les 2 prochaines semaines, je vais être en gros déménagement. Donc je prends des vacances pour moi. Et dès le mois de février, on reprend les Radio Dixie. À bientôt les gars. Ciao. Ciao, merci Baptiste.